entre dans le cadre d'un cycle de formation continue qui est élaboré par l'AMCAR, bien entendu. Donc, pour cela, je tiens à remercier tous les membres du comité de l'AMCAR pour leur effort dans l'élaboration de tous ces webinaires. Et puis, je voudrais remercier les laboratoires Bayer de nous avoir soutenus pour faire un petit peu ce webinaire. Donc, ils sont toujours là pour la formation médicale continue. Et puis voilà, donc durant ce webinaire, on a vraiment la chance d'avoir avec nous 3 orateurs de grande qualité. Le professeur Ahmed Bennis, que tout le monde connaît, Aïda Soufiani, que tout le monde connaît aussi au Maroc, et le docteur Alos Benjamin, qui a eu l'aimabilité et la gentillesse d'accepter, mais vraiment spontanément, de participer à ce webinaire. Mon ami, le professeur Ali Khatouri, va le présenter tout à l'heure. Et bien entendu, celui qui va gérer un petit peu tout ça, c'est le professeur Khatouri, que vous connaissez très très bien. Le professeur Khatouri est professeur de cardiologie à la faculté de médecine de Marrakech. Il est chef du pôle de médecine à l'hôpital militaire Avicenne à Marrakech. Et il est aussi, comme vous le savez très très bien, l'un des membres fondateurs du printemps de cardiologie de Marrakech, qui connaît actuellement un succès inégalé au Maroc. À toi la parole, mon ami, le professeur Khatouri, et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Saïd. Tout d'abord, je remercie l'AMCAR pour l'invitation. Nous allons commencer cette réunion. Le programme est le suivant. Il y aura Si Ahmed Bennis qui va parler de la gestion des anticoagulants dans la période du Covid-19. Puis après, le docteur Aïda Soufiani va parler de la prise en charge de la myocardite aiguë en 2020. Puis, le docteur Benjamin Alos va parler du coroscanner, examen de première intention dans le diagnostic des maladies coronaires. Donc, pour les orateurs, Si Ahmed Bennis, je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît. C'est ancien chef du service de cardiologie au CHU Ibn Rushd, ancien président de la Société marocaine de cardiologie. Le docteur Aïda Soufiani, il est cardiologue au CHU Ibn Rushd, CHU Ibn Sina de Rabat. Il est spécialiste en imagerie cardiovasculaire et je viens d'apprendre qu'il vient d'avoir un certificat de niveau 3 sur l'ERM, le certificat européen. Donc, je profite de cette occasion pour la féliciter. Merci. Et puis, le docteur Benjamin Alos, c'est un cardiologue, il est praticien hospitalier, il exerce au CHU Poitiers, il est responsable de l'imagerie par résonance magnétique et il a fait beaucoup de travaux sur la mélose cardiaque. Donc, nous commençons par donner la parole à Si Ahmed Bennis. À toi la parole, Si Ahmed. Merci, cher Ali. Je remercie bien entendu l'AMCAR, les laboratoires Bayer, de nous réunir aujourd'hui pour parler de la gestion des anticoagulants en pleine période du Covid. Un des premiers messages essentiels que maintenant tout le monde connaît, c'est que le Covid-19 est associé à un surrisque de thrombose et d'embolie pulmonaire. Ces thromboses et embolies pulmonaires vont être à l'origine d'une surmortalité. Et on a eu un papier qui vient de sortir hier dans Circulation qui parle de la population de New York et de la surincidence des thromboses veineuses, en particulier thromboses veineuses distales et embolies pulmonaires. Et il a montré que le fait d'utiliser les anticoagulants diminue la morbie et mortalité cardiovasculaire. Comme chacun le sait, le SARS-CoV est une maladie infectieuse qui va entraîner une réponse inflammatoire démesurée. Cette réponse inflammatoire démesurée va entraîner une dysfonction endothéliale et va entraîner un certain nombre d'activations des mécanismes de thrombose à la faveur de l'activation des cytokines, de l'aura cytokinique, de la lymphopénie et de l'augmentation des facteurs tissulaires. Cette augmentation du risque de thrombose va survenir sur des risques des malades à risque cardiovasculaire, les sujets qui sont âgés, les sujets en surpoids, les insuffisants respiratoires, les insuffisants rénaux, à la faveur aussi de fièvre, de diarrhée, de sepsis. Tous ces facteurs, on l'a compris, vont entraîner des anomalies de l'hémostase et ils vont entraîner des microtrombies pulmonaires, de la coagulopathie de consommation, une CIVD, des lésions myocardiques et une augmentation des biomarqueurs cardiaques. Et donc, on aura sur le plan biologique une augmentation des dimères, une diminution des plaquettes
Et sur le plan clinique, des thromboses veineuses, en particulier une fréquence accrue des thromboses veineuses distales, des infarctus du myocarde, des embolies pulmonaires et une coagulopathie de consommation. La SFAR, la Société française d'anesthésie, a publié, bien entendu, en fonction de cette augmentation des phénomènes de thrombose, un certain nombre de recommandations. Ces recommandations vis-à-vis des complications thrombotiques en cas d'infection par le COVID, donc par les COVID hospitalisés. Alors, nous avons 3 niveaux de risque. En jaune, vous avez le risque intermédiaire. En vert, vous avez, en bleu, le risque élevé, et en violet, vous avez le risque trop élevé. Alors, si vous avez des patients qui n'ont pas d'oxygène ou qui ont une oxygénothérapie, à ce moment-là, avec un indice de masse corporelle moins de 30, on va donner comme prophylaxie de l'enoxaparine, une injection par jour en sous-cutané, 4000 unités. Si par contre, nous avons des patients qui ont une oxygénothérapie nasale à haut débit ou une ventilation artificielle, le risque va être élevé, surtout s'ils ont un indice de masse corporelle plus de 30. Et on va indiquer à ce moment-là de l'inoxaparine, soit 4000 unités chaque 12 heures, donc bicotidien, soit 6000 unités si le poids dépasse 120 kg. Dans les cas de risque très élevé, en particulier lorsqu'un syndrome inflammatoire trop élevé, par exemple une fibrinémie plus de 8, une hypercoagulabilité, des thromboses itératives de cathéter ou un traitement anticoagulant au long cours, à ce moment-là, on va passer aux héparines de bois pas moléculaire à dose curative, inoxaparine 100 unités par kilo chaque 12 heures, sans dépasser 10 000 unités, ou on va passer à l'héparine non fractionnée, 500 unités par kilo par 24 heures. Autre phénomène qu'on observe au cours du Covid, c'est l'augmentation des arythmies cardiaques. Ces arythmies cardiaques qui sont emboligènes, en particulier les passages en fibrillation auriculaire, sont expliqués par l'infection directe du virus, l'infection respiratoire, l'hypoxie qui est arythmogène, l'infection directe du cœur, que ce soit par le virus lui-même ou par les mécanismes inflammatoires, en particulier l'aura cytokinique qui va passer par l'interleukine 6. Et cette augmentation d'interleukine va augmenter la stimulation sympathique, va altérer les échanges ioniques cellulaires et peut prolonger l'espace cuté à la faveur d'un certain nombre de médicaments, en particulier les antiviraux et l'hydrochloroxyne. Et point de transition important, c'est que les antiviraux vont interférer avec les anticoagulants par le passage donc, à travers le cytochrome P450. Donc, les thérapeutiques que nous utilisons, les anomalies immunologiques et l'infection virale vont augmenter le taux de tachyarrhythmie, et on l'a déjà signalé lors de nos présentations sur les atteintes cardiaques du Covid, les arythmies figurent en bonne place. Voici les recommandations européennes récentes quand on a un accident de fibrillation auriculaire en cas de Covid. À ce moment-là, il faudrait voir l'état hémodynamique. Si l'état hémodynamique est instable, il nous reste qu'un choc électrique externe rapide et bien entendu un maintien de rythme, par exemple par l'amiodarone. Mais attention, il faut checker le traitement antiviral. Et c'est bien sûr le SHATS-VASc qui est supérieur à 1, l'anticoagulation des patients. Si on a des patients qui sont stables hémodynamiquement, qui ont une fréquence cardiaque élevée avec une insuffisance respiratoire, on peut, si le contexte hémodynamique le permet, une stabilité hémodynamique, on peut ralentir le rythme par bêta-bloquant, par de l'amiodarone, par du diltiazem, et on pourra donc retrouver le rythme et on va se réapproprier le rythme une fois, bien sûr, le Covid est passé et la personne a récupéré. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'anticoagulation en cas de SHATS-VASc plus de 1. Attention, vérifiez toujours la calémie qui peut être plus de 5, la supplémentation magnésique aussi. Il faut, en cas de période d'arythmie, diminuer les inotropes dopamine, dobutamine et épinéphrine, faire une échographie cardiaque pour évaluer la fraction d'éjection, ce sont des choses importantes. Donc, comme je l'ai bien signalé, il faudra tenir compte du niveau d'anticoagulation et de l'indication de l'anticoagulation, et en particulier du risque SHATS-VASc. Donc, vous voyez que finalement,
la personne qui est à risque cardiovasculaire paie un double prix. Il y a une double peine. Il y a d'abord les facteurs de risque d'événements thromboemboliques par la personne elle-même, par la maladie cardiaque, l'âge avancé, l'insuffisance rénale, le diabète, l'obésité. Et en plus de ça, associer les facteurs de risque du Covid dont on a parlé. Donc, n'oubliez pas ce message extrêmement important, ce qui risque de tuer les malades. Donc, avec Covid, ce sont les accidents thromboemboliques. Et ne pas oublier qu'en dehors du Covid, il y a toujours ces patients qui sont à risque de thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire et de fibrillation auriculaire. Cette période que nous traversons est une période de grands défis, parce que nous avons des défis de capacité du système de santé. Par exemple, il peut y avoir des pénuries d'héparine, d'héparine de vapeur moléculaire, qui sont peu susceptibles d'être résolues, parce qu'il y a des restrictions. Et vous savez que la Chine est le principal fournisseur majeur. L'anticoagulation est donc optimale. Aujourd'hui, nous avons des recommandations. Et ces recommandations il y a certaines recommandations qui orientent vers, chez les malades les plus graves, de switcher vers l'héparine et les héparines de vapeur moléculaire. Mais aussi se pose le problème des patients que nous suivons, qui sont sous antivitamine K pour fibrillation auriculaire, pour thrombose veineuse. Et à ce moment-là, se pose le problème de suivi de l'INR de ces patients, de la distanciation, de la sortie de ces patients, du fait d'aller vers le laboratoire, de contrôler régulièrement le INR, et ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et parfois, il y a les recommandations qui sont britanniques montrent la possibilité de switcher ces patients, ce qu'il est difficile de suivre l'INR vers les nouveaux anticoagulants. Il ne faut pas oublier de protéger nos patients les plus vulnérables par une anticoagulation adéquate qui donne un bon équilibre efficacité, tolérance. Vous savez qu'il y a un double dosage qui est extrêmement important pour nous praticiens. Il faut réduire les accidents thromboemboliques et ne pas augmenter les risques hémorragiques. L'avantage aussi des nouveaux anticoagulants, c'est qu'on a un dosage oral fixe. Il faudrait aussi et surtout tenir compte des interactions alimentaires et médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses sont extrêmement importantes dans l'optique d'utiliser, bien entendu, les nouveaux anticoagulants. Un début d'action rapide, une large fenêtre thérapeutique, et puis des thérapeutiques où on n'a pas besoin de monitorer de façon régulière et de façon astreignante les patients. Donc, nos patients ont besoin d'une protection contre la thrombose et des caractères souhaités pour l'anticoagulation. Alors, vous savez tous, depuis qu'a commencé le Covid, les consultations à distance sont plus nombreuses. La télémédecine qui est en vogue, rester en contact avec vos patients. Il faudrait bien sûr penser à ce que pour les patients qui sont sous antivitamine K, qui ont un INR à contrôler, peut-être à ce qu'il y ait des unités mobiles qui vont se déplacer vers le patient ou rester en contact par téléphone ou par messagerie électronique. Alors, nous avons d'excellentes pratiques de gestion de l'anticoagulation qui a été éditée par la Société royale britannique et je vais vous partager avec vous. Et comme conseil des patients qui sont sous anticoagulants, restez chez eux 6 ans, des saignements mineurs, les petites coupures, les bleus, les épistaxis, ça peut être géré juste par téléphone ou à domicile. Donc, nous avons comme outil, comme possibilité de switcher un certain nombre de malades d'antivitamine K vers les NACO, mais ce switch doit être fait par le médecin, par le cardiologue, par le thérapeute, parce qu'il y a un certain nombre de mesures. Alors, ce switch peut se faire en cas de difficulté, bien sûr, des patients pour avoir des INR réguliers, en cas, bien sûr, des patients qui ont des thromboses veineuses, qui vont sortir de l'hôpital pour avoir une anticoagulation efficace et peu astreignante. Donc, vous savez qu'au Maroc, nous avons les 3 anticoagulants directs. Nous avons le dabigatran en anti-2A et le rivaroxaban et l'apixaban qui sont anti-10A. Alors, pour le rivaroxaban, nous avons une clairance rénale de 35%, contrairement au dabigatran qui est de 80%. La dose usuelle du rivaroxaban est de 20 mg. Alors, il faut faire attention quand la clearance de créatine est moins de 30 et il faut ajuster la dose quand le patient a une clearance de créatine de moins de 50. À ce moment-là, on va passer de 20 mg à 15 mg. Alors, le rivaroxaban donc diminue les événements thromboemboliques sans augmenter les risques hémorragiques. Et ça, on l'a vu
à travers cette méta-analyse de RAF, qui est la base d'utilisation des NACO et les recommandations, ils se sont basés beaucoup sur cette méta-analyse sur le Lancet. Vous voyez que les 3 anticoagulants que nous utilisons au Maroc, que ce soit le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban, sont supérieurs dans les événements thromboemboliques et les accidents vasculaires cérébraux. Et en même temps, ils n'augmentent pas le risque hémorragique, puisque par exemple le rivaroxaban et le dabigatran ne sont pas inférieurs par rapport aux antivitamines K pour la prévention du risque hémorragique. Donc toujours, bien sûr, dans notre pratique, cet équilibre, éviter les risques ischémiques et bien sûr éviter le risque hémorragique et sans augmenter le risque hémorragique. Quand on va switcher, même dans notre pratique en dehors du Covid, nous sommes comme des commandants de bord, comme des pilotes. Nous devons checker un certain nombre de points. La première des questions, est-ce qu'il y a une indication à mettre un patient sous NACO, sous anticoagulants directs? Est-ce qu'il y a une indication? Il y a 2 indications, la prévention des accidents thromboemboliques et le traitement ou la prévention des accidents thromboemboliques veineux. Donc, 1, la fibrillation auriculaire non valvulaire, pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux et systémiques. 2, pour le traitement et la prévention des thromboses veineuses. La première des choses, est-ce qu'il y a une non-indication? 4 circonstances où on ne doit pas donner de NACO. Ils ne sont pas validés. Les prothèses valvulaires mécaniques, le rétrécissement mitral qui est moyen ou serré, les anticorps antiphospholipides, la grossesse ou lactation. Ces cas-là, on ne doit pas donner d'anticoagulants directs. Deuxièmement, est-ce que le traitement est abordable? Bien sûr, quand on va switcher, est-ce que la personne pourra acheter le traitement qui est autour de 1000 dirhams par mois ou est-ce que le système de santé lui permet un remboursement? Troisièmement, regardez toujours la fonction rénale. Si je prends le rivaroxaban, si vous avez une clairance de créatinine moins de 50, vous allez passer à 20 mg. Si vous avez une clairance de créatinine moins de 15, ce n'est pas recommandé. Si vous avez une clairance de créatine entre 15 et 20, ce traitement doit être donné avec caution. 4e point important, regardez les interactions, en particulier en pleine période Covid, en particulier par rapport aux antiviraux et en particulier les médicaments qui vont passer par le cytochrome P450 et P-glycoprotéine. 5e point important, quelle est la bonne dose? Vous savez que quand vous ne donnez pas la bonne dose, vous ne protégez pas les patients. Pour le rivaroxaban, 20 mg au milieu des repos et quand la clairance de créatine est moins de 50, 15 mg, ça c'est pour les fibrillations auriculaires. Quand il s'agit de thrombose veineuse, il y a un double schéma, soit un schéma thérapeutique, on donne 15 mg matin et soir pendant 3 semaines, puis 20 mg au milieu des repas, et à ce moment-là pendant 6 mois. Et quand il s'agit du traitement au-delà, on peut donner 10 à 20 mg. Et puis, est-ce qu'il faut commencer le traitement anticoagulant après avoir arrêté la warfarine? Ça doit être fait par le cardiologue, par le médecin. Alors, dans le cas de l'apixaban, on commence l'apixaban lorsque l'INR est moins de 2. On commence le rivaroxaban lorsque l'INR est moins de 2,5. Et on commence le dabigatran lorsque l'INR est moins de 2. Donc, il faut toujours guider ce switch entre le syndrome ou entre les antivitamines K par rapport au NOAC avec l'INR. On arrête pendant 2 à 3 jours et quand l'INR moins de 2, c'est OK pour l'apixaban. Quand l'INR moins de 2,5, c'est OK pour démarrer le rivaroxaban et moins de points, on peut donner les dabigatran. Et puis, si on n'a pas l'INR, en général, on peut arrêter de 2 à 3 jours. À ce moment-là, on commence directement le NOAC. Et fait important, l'adhésion au traitement est une chose extrêmement importante. Si vous, par exemple, vous donnez un NOAC, un NACO en 2 doses, si la personne prend le traitement le matin à 8 heures et oublie le traitement le soir, à ce moment-là, il ne sera pas couvert le soir. Donc, la prise est importante et bien sûr, il faut donner la pleine dose parce que les demi-doses ne protègent pas les patients. Il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier, par exemple, pour l'apixaban, si la personne a plus de 80 kg avec un indice de masse corporelle
avec un poids moins de 60, une clairance de créatinine moins de 30, à ce moment-là, on diminue la dose de moitié, 2,5 x 2. Il y a pour le dabigatran, pour les personnes de plus de 80 ans ou les personnes de plus de 75 ans à haut risque, à ce moment-là, on donne du 110 x 2. Je rappelle, et c'est un message extrêmement important, les NACO, les NOAC sont contre-indiqués en cas de prothèse mécanique et en cas de rétrécissement mitral. Mais retenez bien qu'en cas de rétrécissement aortique, qu'en cas de bioprothèse, qu'en cas de TAVI, qu'en cas de cardiopathie hypertrophique, vous pouvez les utiliser et même dans les cas de fuite mitrale minime. J'aime beaucoup ce schéma qui va nous placer par rapport à la clairance de la créatinine. Et donc, vous voyez que ce qui est vert, c'est ce qui est toléré et qui doit être indiqué. Et bien sûr, quand c'est rouge, c'est contre-indiqué. Quand vous avez une clairance de créatinine moins de 15, où les patients sont en dialyse, tous les NACO sont contre-indiqués. Ça, c'est une contre-indication, que ce soit le dabigatran, le rivaroxaban ou l'apixaban. Par contre, lorsque vous avez moins de 30, entre 30 et 15, vous pouvez utiliser avec caution le rivaroxaban. Quand vous avez plus de 50, vous pouvez utiliser le rivaroxaban à l'âge de 20 mg au milieu des repas, le dabigatran 2 fois 150 et l'apixaban 2 fois 5. Lorsque vous avez moins de 50 de clairance de créatinine, le rivaroxaban moins de 15. Et ça, c'est pour vous rappeler une chose importante, c'est les interactions médicamenteuses, en particulier avec les antifongiques et les antiviraux que nous allons utiliser. Le ritonavir, par exemple, a une interaction importante avec le rivaroxaban, et ce même ritonavir aussi a une interaction avec l'apixaban, en particulier aussi il y a d'autres médicaments comme la rifampicine, les carbamazepines, le phénobarbital, et donc il faut faire extrêmement attention. Et il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en cas de clairance de créatine moins de 15, les NOAC sont contre-indiqués. Je rappelle que pour switcher les patients, apixaban et dabigatran lorsque l'INR moins de 2 et le rivaroxaban lorsque l'INR moins de 2,5 ou moins de 3. Lorsque vous avez un INR moins de 2, vous pouvez commencer le NACO le jour même. Lorsque vous avez un INR entre 2 et 2,5, le jour d'après. Et quand vous avez un INR entre 2,5 et 3, vous pouvez attendre 24-48 heures. Voilà le schéma simplifié, encore une fois, publié par les sociétés européennes. INR moins de 2, on peut démarrer le NOAC, l'anticoagulant direct. Entre 2 et 2,5, on peut démarrer le jour même ou le jour d'après. Et lorsque l'INR entre 2 et 3, 2,5 et 3, il faut rechecker l'INR 1-2 jours. Il faut savoir que quand l'INR est plus de 3, il ne faut pas démarrer à ce moment-là l'anticoagulant. Il y a toute une checklist. Nous travaillons comme des commandants de bord. Il faudrait revoir la fonction rénale, la fonction hépatique, calculer la clairance de la créatinine, donner l'anticoagulant à la bonne dose. Attention, lorsque vous switchez vos patients, il faut donner un consentement écrit et il faut savoir qu'il y a un grand décalage entre ce que vous pensez, vous, dans vos pratiques et par rapport à la pratique du patient. Il faudrait insister parce qu'on peut avoir des surprises. On peut avoir des patients qui ne vont pas prendre la bonne dose, qui vont oublier des doses, qui vont mal switcher, qui vont avoir un risque de thrombose ou d'hémorragie. Et bien sûr, il faudrait mettre à profit les médecins généralistes s'ils sont impliqués, les pharmaciens, et bien sûr, donner, et ça c'est important, une carte d'anticoagulant. Il faut revoir la fonction rénale au bout de 6 mois si la clairance de créatine de départ est entre 30 et 60, et si la clairance de la créatine est entre 15 et 30, il faut revoir la clairance de la créatinine, donc moins de 3 mois. Et chose qui est extrêmement importante, vous savez que quand vous avez des prothèses valvulaires, vous ne pouvez pas donner de NACO. À ce moment-là, on donne de la varfarine. Et pour des cas bien précis, pour une courte période, on peut donner des héparines de bas moléculaires. Voici tout ce qui est checklist. Et que ça, il faut la donner aux patients pour les NACO. Là, donc, l'avantage des NACO par rapport aux antivitamines K, ne pas utiliser l'INR, la dose fixe, attention aux interactions alimentaires et médicamenteuses, à la prise d'alcool, il faut expliquer la dose, la durée de traitement, ça on l'oublie souvent, il faudrait expliquer
que, par exemple, quand on oublie une dose, moins de 6 heures, on peut reprendre la dose pour l'apixaban ou le dabigatran. Au-delà de 6 heures, ce n'est pas la peine. On passe. Et pour le rivaroxaban, on a une limite de 12 heures. Au-delà de 12 heures, il faut passer à la dose suivante et ne pas cumuler les doses. L'importance de l'adhésion, l'importance d'éduquer les patients par rapport aux anti-inflammatoires, par rapport aux médicaments, les automédications, les informer par rapport au risque ischémique, par rapport au risque hémorragique. Les grossesses, c'est une contre-indication, le lieu du stockage du médicament. Et bien sûr, il faut encourager les patients. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de règles qui sont importantes. Les NACO sont au centre d'interaction d'anticoagulants, d'anti-inflammatoires, d'anti-agrégants plaquettaires et du passage par le cytochrome P450. Et là, en pleine Covid, regardez bien, si vous utilisez par exemple des antiviraux, ça peut interférer. Et à ce moment-là, il faudrait soit les arrêter, soit passer aux héparines de bas moléculaires, aux héparines non fractionnées. Et par exemple, si quelqu'un prend de l'hydrochloroquine, on peut donner des NOAC, mais avec surveillance. Si quelqu'un prend de l'azithromycine, il faut arrêter le dabigatran si la clairance de la créatine est moins de 30. Pour le riponavir, il faudrait arrêter les nouveaux anticoagulants oraux. Le lopinavir, le ritonavir, le dabigatran peut être utilisé avec caution. Donc, vous voyez qu'il y a une véritable interaction. Il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Donc, voilà un schéma qui reproduit sur les recommandations européennes. NOAC, nouveaux anticoagulants. Il ne faut pas, si vous l'utilisez, il ne faudrait pas donner de l'apixaban et du rivaroxaban. Attention, bien sûr, aux interactions médicamenteuses, les traitements concomitants, les traitements systémiques avec les puissants inhibiteurs du cytochrome P450, on a parlé. Les contre-indications du rivaroxaban, l'hypersensibilité à la substance active, la grossesse, l'utilisation concomitante des anticoagulants, les hépatopathies, les saignements actifs, les lésions qui peuvent faire saigner. Et bien sûr, il faut être prêt parce que quand on donne des anticoagulants, il faudrait être prêt au risque de saignement. C'est l'épée de Damoclès, l'insuffisance rénale, les facteurs de risque hémorragique, certains médicaments, l'atteinte hépatique, peuvent augmenter le risque hémorragique. Et nous avons les antidotes. Alors, pour le rivaroxaban, nous n'avons pas encore l'antidote au Maroc. On utilise le PPSB, 50 unités par kilo qu'on peut répéter. Bientôt, on va avoir l'andexanet. Et quand le malade est sous rivaroxaban, plus de 7 heures, à ce moment-là, on donne 400 mg en bolus. Et moins de 7 heures, on donne 800 mg. C'est un médicament qui vient bientôt d'entrer. Alors, juste avant de terminer, n'oubliez pas qu'on peut donner par voie nasogastrique le rivaroxaban, l'apixaban chez des malades qui ne peuvent pas déglutir. Donc, quel est mon message à la fin? C'est qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui sont extrêmement importants, les nouveaux anticoagulants, et ces anticoagulants qu'il faudrait utiliser à bon escient dans le contexte du Covid. Attention aux risques de thrombose veineuse, aux embolies pulmonaires qui sont fréquents, qui sont mortels. Donc, surveillez bien vos patients qui sont sous antivitaminiques avec ZNR. Si vous les switchez, suivez un certain nombre de recommandations et puis faites attention aux interactions médicamenteuses pour pouvoir mettre vos nouveaux patients en sécurité et leur donner le maximum de chance. Je vous remercie. Merci, Ahmed, pour cette brillante présentation. Nous allons grouper les questions à la fin. Continuez à poser vos questions tout au long de la présentation, mais les réponses seront à la fin. On va passer la parole au Dr Aïda Soufiani qui va nous parler de la prise en charge de la myocardite aiguë en 2020. À toi la parole, Aïda. Aïda, si tu peux activer ton micro et ta caméra, s'il te plaît. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? C'est bon, Aïda, c'est bon. Tu peux commencer. Parfait. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de remercier l'AMCAR pour l'invitation. Tu partages les diapos d'abord. Je le fais en même temps. Donc, alors. C'est bon, vous voyez les diapos en grand écran? Non, pas encore, pour moi, pas encore.
C'est bon, tu actives le diaporama. Ça y est? C'est bon, tu peux commencer. Parfait, parfait. Donc, encore une fois, merci Sikhatori pour ta gentille présentation. Merci à l'AMCAR pour l'invitation et à la tête du bureau qui travaille très très bien, c'est Saïd Shraibi. Donc, le thème qui a été choisi n'a pas été choisi au hasard parce que dans un contexte où on essaye de situer donc, la myocardite liée au Covid-19, il semble que c'était judicieux de faire une mise au point sur la myocardite aiguë de manière globale, en particulier avec ce rôle pronostic de la souffrance myocardique qui revient souvent récurrent dans le Covid-19. Donc pour la myocardite aiguë, la définition communément admise, c'est une maladie inflammatoire du myocarde avec à l'histologie un infiltrant inflammatoire et de la nécrose myocytaire. Mais sur cette définition qui a l'air simple, est-ce que pour peu, c'est une affection qui est complètement connue? Est-ce que la conduite à tenir est complètement codifiée? En fait, la myocardite garde des mystères. Malgré les progrès apportés par la biopsie endomyocardique, l'immunohistologie et l'IRM, il reste des difficultés qui sont liées à plusieurs volets. D'abord, le spectre clinique est très large. C'est une pathologie qui peut survenir à tout âge, qui est plus fréquente chez les sujets jeunes. Les formes cliniques vont des formes asymptomatiques frustes jusqu'à la mort subite, en passant par les syndromes coronaires, les cardiomyopathies dilatées et les états de choc. La liste d'étiologies est très large, mais souvent aucune n'est retenue. Et enfin, on a des difficultés de prise en charge liées justement à cette incertitude diagnostique. Et même si la biopsie, c'est l'étalon d'or pour le diagnostic et les peu réalisés en pratique, nous le savons, et tous les autres éléments paracliniques et cliniques ne peuvent, selon la définition, que définir une myocardite cliniquement probable. Enfin, le traitement est débattu et nous allons voir s'il y a une place pour les immunosuppresseurs dans les formes aiguës. Donc, toute cette hétérogénéité explique que la fréquence de la myocardite est mal connue. L'incidence est probablement sous-estimée, vu qu'il y a des formes frustes, vu qu'il n'y a pas de recours systématique à la biopsie. Globalement, on considère que c'est une des premières causes de mortalité du sujet jeune, avec à l'autopsie sur des morts subites, une prévalence variable entre 2 et 42%. Et ensuite, c'est aussi une cause fréquente de cardiomyopathie dilatée lorsqu'on effectue des biopsies. Comme vous le savez, les myocardites aiguës peuvent être secondaires à une atteinte cardiaque infectieuse toxique par hypersensibilité immunologique, sachant que les étiologies virales sont les plus fréquentes. Avant, c'était les entérovirus comme le Coxsackie, les adénovirus, puis par la suite, à partir des années 90, le parvovirus, le virus de l'herpès et à moindre degré l'hépatite C, le CMV, l'Epstein-Barr et les virus grippaux. Il y a aussi une nouvelle entité qui a émergé, c'est l'utilisation d'immunomodulateurs, des anticancéreux et en particulier les inhibiteurs des checkpoints qui ont donné récemment des formes myocardites fulminantes qui, même si elles restent rares, vont probablement avoir tendance à augmenter vu la généralisation de ces produits, surtout lorsqu'on les associe. Donc, à la classification historique de Dallas qui était histologique, Lieberman a proposé une autre classification qui est cette fois clinico-pathologique pour pouvoir distinguer plusieurs présentations cliniques. La présentation de la myocardite fulminante qui survient en quelques jours et souvent on retrouve l'épisode grippal quelques jours avant et rapidement évoluant vers une instabilité hémodynamique, un choc cardiogénique, classiquement de bons pronostics avec une récupération intégrante, mais nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas. Les formes aiguës qui peuvent évoluer soit vers la résolution ou bien vers une cardiomyopathie dilatée. Et enfin, les formes chroniques, soit avec une récupération, mais avec la présence toujours du génome viral, et on sait qu'il peut y avoir des récidives dans 10% des cas, soit des formes actives qui évoluent vers la dysfonction VG. Donc, nous sommes devenus familiers avec ces images un petit peu barbares de virologues avec le Covid-19. Donc, cette pathologie a eu le mérite donc, de nous réunir autour de webinaires et de réactiver nos connaissances, nos anciennes connaissances de virologie. Donc, vous savez, le virus est internalisé donc, via des récepteurs cellulaires. Donc, c'est la même chose que ce soit pour le Covid ou d'autres virus. Ce qui m'a semblé intéressant, je vous demande juste de regarder avec moi la première partie. Comme vous le savez, il y a une phase aiguë qui est virale et ensuite une phase subaiguë auto-immune et une phase chronique.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans tous les virus cardiopropres qui ont une atteinte respiratoire, qui ont un tropisme respiratoire, eh bien, 90% des sujets infectés ne vont pas faire cette myocardite. Et donc, il y a forcément une susceptibilité génétique qui fait qu'à virus égal, certaines personnes vont être symptomatiques et d'autres pas. Donc, lorsque le virus est internalisé, vous savez qu'il y a une sécrétion de cytokines, une nécrose cellulaire, qu'il y a aussi donc l'exposition des antigènes qui normalement ne sont pas exposés, qui va induire donc un déclenchement d'une activité immunitaire innée et acquise par exposition donc de ces antigènes viraux. Et donc, avec réactivation de la sécrétion de cytokines, et l'hyperémie est expliquée par une sécrétion annexée de HNO qui va donner une vasodilatation locale au site inflammatoire. Donc, après recrutement de toutes ces cellules inflammatoires, il y a plusieurs possibilités évolutives. Soit on peut avoir une clearance virale complète et c'est la résolution, et c'est des patients qui, à moins de faire une récidive virale, vont aller bien. Soit on va avoir une persistance du virus seul, ou alors associée à cette myocardite auto-immune qui vont toutes les deux entraîner un remodelage de la fibrose et aller vers la cardiopathie dilatée. Et de la même manière, à ce niveau-là, on peut avoir une clearance virale avec résolution. Alors, quelles sont donc les stratégies diagnostiques? Donc, j'ai insisté, j'ai un petit peu modulé le titre car le président de l'AMCAR m'avait demandé de faire un focus plus sur les moyens diagnostiques que les moyens de prise en charge. Donc, les dernières recommandations européennes remontent à 2013 et ce ne sont pas vraiment des recommandations car il n'y avait pas de niveau de preuve assez important pour faire des recommandations. Donc, c'est des avis et des consensus d'experts. Globalement, bien sûr, la stratégie d'évaluation paraclinique va dépendre en premier lieu de la présentation clinique et de la stabilité hémodynamique du patient. Ça va de soi. Ensuite, de la probabilité de maladie coronaire. Dans tous les cas, il y a des examens de première ligne qui vont être demandés. Et donc, dans ces critères diagnostiques retenus dans les recommandations de 2013, on a les critères cliniques. Et comme on a dit, ça peut aller de la mort subite au choc cardiogénique non expliqué, à des symptômes de dyspnée d'insuffisance cardiaque et des douleurs thoraciques qui peuvent simuler un syndrome coronaire aigu. Et ensuite, des signes paracliniques qui comprennent des signes électriques, biologiques, des signes d'imagerie structurelle et fonctionnelle par l'écho et l'IRM, et enfin le rehaussement tardif et la caractérisation tissulaire qui est propre à l'IRM. Donc, pour avoir un diagnostic de myocardite probable, et j'insiste, ce n'est pas un diagnostic définitif, il nous faut un critère clinique et un critère paraclinique. Si le patient est asymptomatique, on peut donc parler de myocardite probable quand on aura deux critères paracliniques. Bien sûr, et la définition l'impose, il faudra faire la biopsie pour confirmer le diagnostic et l'étiologie. Ensuite, il y a des critères qu'on dit ancillaires, qui ne font pas partie des critères diagnostiques, mais qui vont aider à faire cette approche. Bien sûr, lorsqu'on a de la fièvre, le syndrome grippal ou syndrome intestinal, le péripartum, les antécédents de myocardite, tout en ayant toujours éliminé les autres étiologies qui peuvent être à l'origine de ce tableau. Donc, concernant les signes électriques, on peut avoir de tout, des troubles de conduction, des troubles du rythme, même quand la fraction d'éjection est normale. Donc ici, on avait un jeune patient sans facteur de risque qui avait fait un syndrome coronaire aigu, donc on avait publié il y a plus de 10 ans, donc les images laissent un petit peu à désirer. Cependant, je pense qu'on arrive quand même à voir un sus-décalage ST dans les territoires inférieurs. Et ce patient a fait une récidive douloureuse dans le service avec modification électrique, alors que normalement, elles ne sont pas très fréquentes dans les myocardites. On avait fait une coronarographie qui était normale. Et donc, l'IRM avait montré donc une myocardite avec un rehaussement inférolatéral. Et c'est un patient qui avait récupéré complètement à 3 mois avec, regardez, la normalisation de son électrocardiogramme. Un mot sur les biomarqueurs, juste pour dire qu'actuellement, la grande place est occupée par la troponine, dont l'élévation persistante est un facteur de mauvais pronostic et que les sérologies virales de routine ne sont pas recommandées, en dehors peut-être de celles du VIH et de l'hépatite, tout simplement parce que les anticorps circulants dirigés contre les virus à tropisme cardiaque sont fréquents dans la population générale. Ensuite, l'échographie de la myocardite, bien sûr, est très utile à la fois dans le diagnostic, elle pourra nous montrer des troubles de la cinétique, la fraction d'éjection, l'hypertrophie, un épanchement, les pressions de remplissage, et aussi dans le suivi. C'est un examen qui est accessible et on a certains critères qui nous orientent vers une myocardite fulminante à l'échocardiographie où on a souvent un VG non dilaté, hypertrophié en dysfonction, tout cela lié à l'œdème interstitiel. Donc pour illustrer
ces choses-là. Je vous montre l'écho d'une patiente de 37 ans, suivie pour syndrome de Sharp, qui était admise dans un tableau de dyspnée d'aggravation progressive. Dans ses antécédents, elle avait une petite fille décédée 3 mois auparavant d'un bloc auriculo-ventriculaire. Donc la dame était arrivée en stade 3 de la NYHA et elle avait été vue par un confrère donc, à l'échocardiographie qui me l'avait adressée donc, le jour même en pensant qu'il avait affaire à une cardiomyopathie hypertrophique en dysfonction VG. Alors, on reviendra à cette patiente plus tard après avoir vu l'intérêt de l'IRM cardiaque. L'écho peut aussi avoir un autre avantage, c'est qu'elle peut être faite au lit pour les patients instables. Donc, Aïda, pardon, oui. Je ne vois pas tes diapos. Je ne sais pas si c'est valable pour les autres. Non, nous, on les voit. C'est bon. Non. Alors, vous voyez, est-ce que tout le monde les voit? Je continue. Moi, je les vois. Donc, c'est Khatori, on fait quoi? Vas-y, Aïda, tu peux continuer, le temps qu'il se reconnecte peut-être. Très bien. Donc, l'échographie dans la myocardite est aussi utile car elle peut être faite au lit pour les patients instables. Donc ici, c'est l'exemple d'un patient de 25 ans sans facteur de risque qui avait fait un épisode grippal 2 mois et demi auparavant, qui avait eu de la dyspnée progressive, qui était venu en état de choc au service, choc jugulé. Il était dépendant des drogues avec une FE, comme vous allez le voir, qui était donc très, très altérée, autour de 15-20%. Et ici, en plus, on a des images sous drogue, et avec aussi la découverte donc, au lit du patient à l'échocardiographie d'un thrombus apical. Vu le contexte, l'étiologie de la myocardite virale était la plus probable. Nous allons revenir à ce patient plus tard. Donc, quel est l'apport de l'IRM cardiaque dans la myocardite? D'abord, une approche diagnostique qui est certaine, puisqu'on va avoir des critères de Lac-Louise qui sont un petit peu reconnus de manière globale et qui vont nous permettre de faire, encore une fois, le diagnostic d'une myocardite probable selon le critère ESC. L'IRM cardiaque a été mise en valeur dans les dernières recommandations européennes de l'insuffisance cardiaque, qui la place en classe 1, niveau de preuve C, lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec suspicion de myocardite. Alors, le timing pour les myocardites aiguës, c'est de préférence dans les 15 jours. L'IRM a aussi un apport pronostique et pourrait guider la biopsie endomyocardique. Donc, le pourcentage, enfin, la part qui revient en myocardite dans la vraie vie, c'est 30% sur un registre européen de plus de 25 000 patients, donc c'est fréquent. Comment on va faire le diagnostic de la myocardite en IRM? Donc, la principale arme de l'IRM, c'est la caractérisation tissulaire. D'abord, on a des séquences morphologiques qu'on appelle T2, qui ne nécessitent pas d'injection. Ces séquences, en fait, tout simplement reposent sur le fait que les tissus à queue sont intenses, sont en hypersignal, et ceci sans injection. Bien sûr, ce n'est pas spécifique donc à la myocardite, ça reflète l'inflammation, l'œdème, un épanchement de la graisse, et donc ça va permettre dans les myocardites récentes, et c'est vraiment on va dire le paramètre clé pour juger de l'effet aigu de la pathologie, ça va permettre de voir cet hypersignal que vous voyez ici par exemple dans la paroi inférolatérale et inférieure et inférolatérale du ventricule gauche. Ensuite, deuxième élément majeur donc, de l'IRM, c'est les séquences de rehaussement tardif. Alors comment elles se font? Tout simplement sur le fait que le gadolinium est extracellulaire, donc, et que l'on sait que le secteur donc, cellulaire représente 80% du myocarde. Donc, dans un myocarde sain, lorsqu'on va injecter du gadolinium, au bout de 10 minutes, il va être complètement éliminé. Donc ici, vous avez des séquences de perfusion où on injecte le gadolinium, cavité droite, cavité gauche, et un passage rapide donc, dans le myocarde. Et ensuite, vous avez les séquences de rehaussement tardif. Dans la myocardite, c'est à 6 minutes. On n'attend pas les 10 minutes comme dans l'infarctus. Et vous voyez qu'un myocarde normal apparaît en noir. A contrario, lorsqu'on aura donc un myocarde pathologique, comme avec augmentation du volume de distribution, donc lorsqu'on a par exemple dans l'infarctus une destruction cellulaire, ou dans la myocardite, de par l'œdème, l'augmentation de ce volume de distribution et de ce secteur interstitiel, eh bien, la clearance du gadolinium va être retardée et donc on aura cette tache blanche à l'intérieur du myocarde qui va signer la présence ici de la myocardite. Alors justement, comment faire la différence entre une myocardite et une cardiopathie ischémique? Tout simplement parce que le rehaussement, la destruction des cellules suit l'onde de nécrose
dans la cardiopathie ischémique, il va aller du sous-endocarde vers l'épicarde, alors que dans les cardiopathies non ischémiques, ça va être soit médio, soit donc épicardique. Et ça peut même nous orienter vers différents diagnostics de cardiopathie non ischémique, parce que par exemple, typiquement dans le Fabry, on va avoir des mottes inférolatérales, ainsi de suite pour d'autres pathologies. Alors, quels sont les critères diagnostiques de la myocardite en IRM? Les critères du Lac-Louise, dont je vous ai parlé tout à l'heure, doivent regrouper au moins 2 des paramètres suivants. On doit avoir un hypersignal, donc en imagerie T2, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Regardez ici, c'est un patient qui a cet hypersignal, donc au niveau de la paroi antérolatérale, segment basal et médian. Et ensuite, il a le même rehaussement sous-épicardique, ce qui traduit le fait que ce patient avait une myocardite aiguë. C'était un patient qui était toxicomane. Alors, ces critères ont, dans des méta-analyses, prouvé une sensibilité correcte, une spécificité autour de 80%, et restent valables, mais sont moins sensibles et spécifiques lorsque la myocardite est chronique. Alors, on peut quand même faire l'IRM tard, car le rehaussement tardif persiste, mais bien sûr avec moins de sensibilité et de spécificité. Quel est l'autre rapport de l'IRM? C'est aussi une approche un peu étiologique, puisqu'on sait que certains virus, comme l'herpès, vont être situés plutôt dans la paroi antéroseptale, alors que le parvovirus B19 plutôt dans la paroi inférolatérale. Enfin, une approche pronostique, car donc le rehaussement tardif dans les dysfonctions VG était le meilleur prédicteur de mortalité, comme vous le voyez dans cette étude. Lorsqu'il n'y a pas de rehaussement tardif, il n'y avait pas de décès. Plus précisément, une étude récente montre que lorsque le rehaussement tardif est septal, il prédirait donc les événements cardiovasculaires indépendamment de la FE. Et regardez cette comparaison entre le rehaussement tardif septal et sans rehaussement tardif ou rehaussement tardif inférolatéral qui est vraiment de meilleur pronostic. Donc, notre fameuse patiente suivie pour syndrome de Sharp qui nous avait été adressée à l'IRM, donc on la revoit ici, avec cette impression d'hypertrophie qui est en fait liée à l'œdème. Et dès qu'on injecte, c'est toujours des... ça passe pas, tant pis. C'est toujours des séquences cinées. On voyait, peu importe, on voyait que dès qu'on injecte, toujours dans les séquences cinées, on a un rehaussement du signal. Et lorsqu'on fait les séquences de rehaussement tardif dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit qu'il y a donc un rehaussement tardif, un hypersignal qui est médio-ventriculaire dans les segments basaux et médians. Alors l'image n'est pas aussi parfaite que le jeune de tout à l'heure, tout simplement parce que dans la vraie vie, quand le patient ne respire pas, quand il a des arythmies, vous voyez ce genre d'artefact. On arrive quand même à faire le diagnostic en tout cas. Alors, l'apport de l'IRM ne s'arrête pas là. Il y a de nouvelles maintenant, moins nouvelles, mais en tout cas des techniques d'imagerie qui sont plus perfectionnées, qui ne nécessitent pas d'injection et qui permettent de calculer le paramètre décrivant la repousse longitudinale de l'aimantation ou son déphasage. Et si on le fait avant et après injection de gadolinium, on peut mesurer une fraction de volume extracellulaire. Ces séquences, dites séquences de mapping, permettent de détecter des formes précoces, mais aussi des formes diffuses de myocardite où le rehaussement tardif peut faire défaut. Et c'est ainsi que les critères du Lac-Louise ont été réactualisés pour intégrer ces nouveaux éléments. Et d'autant plus que sur des études comme l'étude Muracer, par exemple, on a bien prouvé que l'étude en T1, donc paramétrique, dans la myocardite, avait la meilleure performance diagnostique. Par contre, ça c'est au stade aigu. Dans le stade chronique, l'étude en T2 était supérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, il faut toujours coupler une étude en T1 et une étude en T2. T2, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, montrant l'œdème et donc le caractère aigu de la myocardite. Donc, ces nouveaux critères ont une meilleure sensibilité avec une spécificité qui est identique. Seulement, il faut savoir que ces imageries paramétriques ne sont pas réellement utilisées dans tous les centres. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes. Il faut avoir des valeurs locales pour chaque pathologie. Il faut, par exemple, pour la myocardite, avoir 50 IRM normales témoins pour pouvoir fixer nos propres valeurs d'imagerie paramétrique. Aussi, il faut une hématocrite instantanée pour le volume extracellulaire. Donc, tout cela fait que ce sont des techniques qui ne sont pas forcément d'usage routinier. L'IRM, enfin, a aussi l'avantage de pouvoir permettre de différencier entre la myocardite et les autres causes de syndrome coronaire aigu à coronaire angiographiquement normal. Ici, une jeune dame qui nous avait été adressée pour des troubles à l'électrocardiogramme avec une tachycardie et une troponine supranormale, donc suspicion de myocardite.
Ici, un jeune hospitalisé dans le service pour un syndrome coronaire ST+, troponine positive, grand tabagique, donc avec des facteurs de risque, avec une écho normale en dehors de l'épanchement péricardique. Donc, et lorsqu'on fait donc, les séquences de rehaussement tardif, donc essayez de suivre avec moi, vous voyez que chez la jeune dame, on a un rehaussement tardif de type ischémique, donc qui va du sous-endocarde vers l'épicarde, alors que chez ce patient, nous avons un rehaussement tardif épicardique qui signe la myocardite. Donc la jeune dame avait, elle, un infarctus qui était lié donc à un embole sur déficit en protéine C et S, et le jeune patient avec beaucoup de facteurs de risque avait une myocardite latérale. Est-ce que les myocardites sont fréquentes dans ces syndromes coronaires à coronaire angiographiquement normal? Oui, en fonction des séries, donc ça va de 50 à 60% des cas, et c'est pour ça que dans le consensus européen sur les mini-cas, donc sur ces syndromes, l'IRM donc va être utile dans tous les scénarios quasiment pour éliminer une myocardite, pour éliminer un infarctus, mais aussi pour juger de l'existence d'un syndrome de Takotsubo. Donc ces syndromes ne sont pas si rares, 7,5% avec une mortalité qui n'est pas négligeable. L'IRM est souhaitable dans les 2 semaines suivant le début des symptômes. Donc enfin, quelle est la place de la biopsie myocardique? Avant, les recommandations européennes et américaines étaient d'accord pour indiquer la biopsie myocardique en classe 1 dans les cas sévères d'emblée, c'est-à-dire la myocardite fulminante ou qui s'aggrave rapidement sous traitement, dont les cas avec arythmie ou troubles de conduction sévères. Mais ensuite, les recommandations, enfin le papier de consensus européen a élargi les indications, donc selon leur organigramme, chez tous les patients où on a posé le diagnostic d'une myocardite probable avec les critères que nous avons vus auparavant, et bien sûr avec une indication large de coronarographie à chaque fois qu'il y a un doute ou qu'il y a des facteurs de risque, et bien après tout cela, lorsqu'il y a une forte probabilité de myocardite, tous ces patients devraient relever d'une biopsie endomyocardique. Or, nous savons que ce n'est pas fait en pratique. Historiquement, donc, le diagnostic à la biopsie se fait sur les critères de Dallas, mais ces recommandations ont bien montré qu'il fallait maintenant faire des techniques d'immunohistochimie avec des PCR virales, la biopsie pouvant être réalisée dans les 2 ventricules et les complications étant rares si l'équipe est entraînée. Alors, cette mise au point très récente, elle mérite d'avoir essayé de regrouper les circonstances cliniques où il faut peut-être à la fois faire l'IRM et la biopsie, ou l'un ou l'une ou l'autre, c'est-à-dire en cas de choc, bien sûr, nous n'allons pas déplacer le malade, il faudra le stabiliser et essayer de faire la biopsie. Lorsqu'il n'y a pas de complications dans une myocardite aiguë, on va aller plus vers l'IRM et la pratique veut qu'on ne fasse pas la biopsie. Lorsqu'il y a des arythmies menaçantes, on va plus avoir tendance à aller vers la biopsie. Et lorsqu'on s'engage dans la chronicité, il faudra probablement coupler les deux, ainsi que lorsqu'on veut juger de la réponse au traitement. Grosso modo, 50% des patients vont se rétablir complètement dans ces myocardites aiguës en 2 à 4 semaines. 25% vont garder une dysfonction qui peut évoluer vers une CMD. Et 12 à 25% en fonction des séries vont avoir une évolution défavorable, avec nécessité souvent d'une greffe, voire le décès lorsqu'elle n'est pas disponible. Il faut savoir que la dysfonction biventriculaire à l'admission est un facteur de mauvais pronostic de décès et de transplantation. Donc, j'arrive au volet de la prise en charge parce que quand même, il m'a été demandé de le faire, même si c'était de le faire succinctement. Donc, la première chose à laquelle il faut penser absolument, c'est que pour les patients hémodynamiquement instables, c'est-à-dire les formes fulminantes, dès qu'on admet le patient en unité de soins intensifs, lorsqu'il y a des stigmates de choc ou de déstabilisation hémodynamique, il faut que le patient soit transféré dans une unité médico-chirurgicale où il y a une possibilité de placer une assistante cardiaque. Une assistance cardiaque, bien sûr, on va démarrer les drogues inotropes en surveillant donc étroitement les stigmates de souffrance viscérale auxquels on ne veut surtout pas arriver, sur des critères qui sont évolutifs, qu'il faudra contrôler tous les jours, qui sont cliniques, que vous connaissez, la durèse, les marbrures, mais qui sont aussi biologiques, avec les lactates, la surveillance des troponines, des acétalates, la souffrance hépatique et rénale, et enfin échographique, avec la surveillance du bas débit et des autres critères. Lorsque ces critères et ces seuils sont atteints, il faudra placer une ECMO ou une autre assistance, à type d'Impella, une biventriculaire, en attendant la récupération, ou comme un pont pour une transplantation, sachant que la transplantation est effectivement différée à la phase aiguë vu la possibilité de récupération, mais que le bilan est à démarrer. Alors, je vous recommande donc de lire ce papier sur lequel on ne va pas s'attarder, qui est paru il y a 1 mois
et qui fait en fait office de recommandation sur les myocardites fulminantes, surtout dans le sens où lorsqu'on fait la biopsie, on pourra reconnaître certaines étiologies ou comme la myocardite à cellules géantes, donc la myocardite éosinophilique, où lorsqu'on va prouver qu'il n'y a pas de virus, on pourra instaurer des immunosuppresseurs avec une amélioration du pronostic. Est-ce que les formes fulminantes ont un meilleur pronostic? Classiquement, oui. On disait que la récupération, lorsqu'on passe la phase aiguë, donc est ad intégrum, mais en fait, des études plus récentes montrent que le pronostic n'est pas forcément aussi favorable, puisqu'il y a des patients qui, même s'ils récupèrent des points sur la fraction d'éjection, restent, des fois, 50% des patients restent à moins de 50%. Les critères de mauvais pronostic pour ces myocardites fulminantes sont des critères cliniques, échographiques, NYHA4, bloc de branche. Et curieusement, l'altération initiale de la FE n'était pas associée en analyse multivariée à un moins bon pronostic à long terme. Pour revenir à notre patient, notre jeune patient de 25 ans qui était admis en état de choc, qui n'était pas déplaçable pour n'importe quel examen. Donc, c'est un patient qui, progressivement, a commencé donc, à devenir résistant aux drogues. Donc, l'urgence de la greffe et de l'assistance devenait une urgence en termes de jours. Et donc, ce patient a été assisté et transféré à l'étranger où il avait été mis sur liste de greffe super urgente. Il a été greffé en mars 2013. Ils avaient trouvé donc une myocardite virale à la biopsie du cœur explanté. Et il avait eu un épisode de rejet aigu 2 ans plus tard, mais avec une bonne évolution au final. Alors, c'est mon avant-dernière plaque. Je pense la prise en charge donc, des patients en l'absence d'instabilité hémodynamique repose sur l'hospitalisation, le monitoring, parce que les troubles du rythme peuvent survenir même chez des patients avec effet normal, et surtout le repos, car il y a des études expérimentales qui ont prouvé qu'il y avait un risque d'aggravation et d'arythmie si le patient n'arrête pas l'activité. Donc, tous les papiers, toutes les sociétés sont d'accord sur ça. Il faut restreindre l'activité physique, que ce soit pour les sportifs de haut niveau, tout venant, pour au moins 6 mois. Donc, globalement, le niveau d'évidence est faible pour les traitements puisqu'on n'a pas d'études randomisées contrôlées. Donc, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque et des arythmies, sachant que tout peut être transitoire. Donc, lorsqu'on aura un trouble du rythme ventriculaire, essayer de traiter médicalement, majeur, essayer de traiter médicalement, voire peut-être mettre une live vest parce que dans ce contexte de réversibilité, le DAI est controversé. Lorsqu'on a un BAV complet, essayer de mettre une stimulation temporaire, et nous avons des critères prédictifs de troubles du rythme que sont la bradycardie, l'élévation des troponines, la dysfonction VG. Donc, autrement, les traitements de l'insuffisance cardiaque, c'est ceux qui sont connus en insistant sur les bêta-bloquants et les IEC. Pas d'AINS contre-indiqué, donc ce n'est pas comme dans le traitement de la péricardite, et bien sûr, le traitement étiologique lorsque c'est indiqué. Pour en revenir à notre patient de 37 ans suivi pour syndrome de Sharp, chez qui donc l'IRM a montré des signes d'une myocardite aiguë qui était donc en insuffisance cardiaque. Elle a été traitée symptomatiquement dans le service et adressée en médecine interne, donc avec le diagnostic d'une myocardite lupique. Elle a été mise sous corticothérapie immunosuppresseur avec bonne évolution. Ici, c'est son contrôle échographique à 1 mois et son contrôle IRM qui montre une nette régression des zones de rehaussement tardif, mais qui persiste effectivement au niveau des régions basales. Ah, j'ai oublié de dire que 3 ans et des jumeaux plus tard, elle va au mieux. Enfin, les traitements spécifiques, surtout pour dire que les études sont contradictoires et petites études pour les thérapies virales, et elles ont un intérêt surtout chez les patients immunodéprimés. Les immunoglobulines ne sont pas recommandées. Et enfin, les immunosuppresseurs, après élimination d'une infection virale active par PCR sur biopsie, peuvent être très utiles et sont admis dans les formes auto-immunes comme la sarcoïdose, la myocardite à cellules géantes à eosinophilie, et peuvent être discutés pour les myocardites réfractaires lymphocytaires. Dans le suivi, la biopsie peut être nécessaire pour guider le traitement et la durée. Je vous recommande ce papier qui fait une synthèse, donc, qui est co-signé par Cooper et qui fait une synthèse donc, de toutes les thérapeutiques possibles dans les myocardites en fonction des biopsies de s'il y a une inflammation présente ou pas et d'un génome viral présent ou pas. Donc, par manque de temps, je ne le détaillerai pas. Une question importante et qui reste posée et non résolue, c'est la durée du traitement et la surveillance. Alors là, il n'y a pas de recommandation claire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le traitement au moins 3 mois, qu'il faudra ensuite réévaluer la fonction VG par OTT, éventuellement par IRM lorsqu'on peut,
Si la fonction est normalisée et qu'il n'y a pas de signe inflammatoire à l'IRM, certaines équipes proposent d'arrêter le traitement, plus ou moins test d'effort pour voir s'il n'y a pas de trouble du rythme. Sinon, on prolonge et on réévalue à 3-6 mois. Et ensuite, si la dysfonction persiste, il faudra traiter comme cardiomyopathie dilatée. Alors, le président m'a demandé de dire quelques mots sur la myocardite dans le Covid. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait, alors je peux m'arrêter là si j'ai dépassé mon temps. Allez-y, vous pouvez prendre vous avez dépassé le temps, mais vous prenez 1 à 2 minutes. Allez-y. Ça fait parfait. Donc, pour la myocardite dans le Covid, la conclusion de mon propos serait que les points de vue sont un petit peu contradictoires et que l'histoire n'est pas résolue. Je vous conseille donc 2 papiers. Le papier donc, qui est paru dans Heart Rhythm le 26 avril et donc qui se propose de voir comment on peut reconnaître la myocardite au Covid. Et ce papier qui est un papier des éditeurs du JAA qui va dans le même sens que les recommandations EEC et de la signatrice, de la co-signatrice des recommandations EEC qui est Alida Caforio, qui pense qu'il est peu probable que cette myocardite existe et que si elle existe, elle est rare et surtout qu'on n'a pas eu les moyens de la dépister. Ce schéma, vous le connaissez. Cette souffrance myocardite, elle est là. Elle est fréquente, elle peut aller jusqu'à 20%. Les troponines positives peuvent aller jusqu'à 30% des séries. Mais il y a différents mécanismes. Est-ce que vraiment cette atteinte directe myocardite du virus existe? Ce n'est pas encore prouvé. Vous savez qu'il y a l'hypoxie, l'atteinte microvasculaire et l'atteinte inflammatoire systémique et c'est vers cette hypothèse que se penchent maintenant la plupart des études. Donc, les conclusions, plus ou moins, de ces 2 papiers, et le premier a été donc, lu pour vous dans la revue de la Société marocaine de cardiologie qui va paraître ce mois et qu'a présidé le professeur Mousfer et on le remercie pour ça. Donc, grosso modo, ce que nous dit la signataire des recommandations 2013, il n'y a pas de preuve concernant l'internalisation du virus dans les myocytes, ni du fait qu'il soit un virus cardiotrope se répliquant et générant une nécrose myocytaire directe, c'est-à-dire une myocardite virale. Tous les cas cliniquement suspects durant le Covid peuvent être liés à d'autres virus ou à des mécanismes non viraux, immunologiques ou toxiques. Il n'y a pas eu de preuve à la biopsie endomyocardite d'une myocardite virale causée par le Covid. Nous avons retrouvé des particules virales dans des lymphocytes, mais en aucun cas dans les cellules. Si dans le cas où un jour cette myocardite deviendrait prouvée à la biopsie, le traitement devrait rester symptomatique. Aucune preuve pour aucun traitement dans le Covid. Travaux en cours, besoin d'études. Tout traitement immunosuppresseur, encore une fois, ne peut être mené qu'avec la preuve à la biopsie d'absence de virus. Pour ce papier qui était en faveur de reconnaître une myocardite Covid, ils disent quand même que la prévalence n'est pas claire car il n'y a pas eu de marquage de l'influence. Dans la plupart des études, on parle de souffrance myocardite sur des troponines élevées. Certains avançaient que 7% des décès relatifs au Covid seraient liés au myocardite, mais ce n'est qu'une supposition. On n'avait pas d'éléments paracliniques de confirmation. Et donc, ce même papier qui semble dire par son titre qu'il y a une myocardite dit qu'il faudrait faire les biopsies pour pouvoir juger, que la physiopathologie pourrait associer une atteinte virale directe et surtout une réponse de l'hôte par infection et que c'est la biopsie qui pourrait permettre de trancher. En conclusion, les critères diagnostiques de la myocardite aiguë sont relativement bien définis en 2020. L'IRM semble souvent suffisante en pratique. La place de la biopsie dans la vraie vie, ce sera surtout pour les cas graves quand il y aura un enjeu thérapeutique. L'indication de la coronarographie doit rester large pour les tableaux de syndrome coronaire aigu. Pour les interventions thérapeutiques, on distingue les patients admis en état de choc qui vont nécessiter inotrope assistance, biopsie dès que possible, en espérant pouvoir donc avoir une étiologie avec traitement spécifique. Les patients stables vont avoir une évolution souvent favorable, mais d'autres études sont nécessaires sur le volet thérapeutique. En attendant ces études, le traitement est souvent symptomatique. Pour le Covid, si la souffrance myocardite fait partie du tableau des atteintes, l'existence d'une myocardite au strict sens liée au Covid, sa prévalence, sa physiopathologie reste débattue et je vous remercie. Je prends aussi 10 secondes, Serhatore, excuse-moi, pour remercier toute l'équipe du laboratoire d'échocardiographie, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce travail, ainsi que le staff technique, maintenance et informatique, sans qui rien ne serait possible. Merci beaucoup pour votre attention. Serhatore, tu nous entends? En tout cas, tu m'entends, Aïda? Parfaitement, oui.
Écoute, je vais prendre juste la place pour, je crois, quelques secondes, la place de Ali pour te remercier pour ce brillant, mais vraiment un brillant exposé, hein. Donc, vraiment rien à dire, super, super, hein. Hyper complet, même si tu as dépassé un petit peu le temps, et tu m'avais t'avais promis, prévenu. mais tu as fait la même chose qu'Ahmed. Je me suis arrêtée. Mais c'était un plaisir de t'écouter, franchement. C'est gentil, merci. Et est-ce que tu es là, Sekhatori? Il n'est pas encore là. Alors, Bien. Alors, tout d'abord, merci à l'AMCAR et merci au professeur Shraipi pour cette invitation. Donc, très honoré de participer pour parler donc du coroscanner comme examen de première intention dans le diagnostic de la maladie coronaire. Donc, c'est un vaste sujet. J'espère que je ne vais pas trop dépasser. Donc, la maladie coronaire, elle se révèle le plus souvent en tout cas, par une douleur thoracique qui peut être aiguë. Donc, ça représente quand même 30% des motifs de consultation aux urgences. Et dans 30% des cas, on aura affaire soit à un STEMI, soit à un NSTEMI. Donc là, on va dire la prise en charge est assez claire, c'est la coronarographie. Mais ça présente quand même du coup 70% des patients qui n'auront pas de diagnostic de coronaropathie retenu au moment de l'évaluation initiale. Donc, c'est un chiffre vraiment important à prendre en compte. La douleur thoracique peut aussi être chronique, donc on parle de chronique à partir de au moins 1 mois de douleur à l'effort plutôt stable. Donc l'évaluation initiale, elle va comporter évidemment, vous le savez tous, l'examen clinique, le CG toutes 18 dérivations, le dosage de troponine, au moins 1, selon la date à laquelle ou l'heure à laquelle s'est produite la douleur thoracique, et une échographie cardiaque transthoracique. Donc tout ça, pourquoi? Pour évaluer le risque de coronaropathie et rechercher aussi d'autres causes qui peuvent expliquer la douleur thoracique, car comme vous le savez, un bon nombre de douleurs thoraciques ne sont absolument pas d'origine ni cardiaque et encore moins coronaire, donc qu'elles soient d'origine pulmonaire, vasculaire, gastro-intestinale, musculo-squelettique ou encore bien d'autres causes. Donc, de quel test diagnostic on dispose dans le cadre de la coronaropathie pour évaluer la présence d'une coronaropathie? Eh bien, on a les tests dits fonctionnels. Donc, alors le CG d'effort que j'ai mis entre parenthèses parce que depuis les dernières recommandations, sa place est vraiment en deuxième ligne après les autres tests. Donc, l'échographie de stress, qu'elle soit d'effort ou sous dobutamine, la scintigraphie myocardique, l'IRM cardiaque de stress, donc des tests fonctionnels qui ont beaucoup de qualité. Et puis des tests anatomiques, donc le coroscanner ou la coronarographie. Donc des tests anatomiques, alors simplement pour parler de la coronarographie, on sait depuis un certain temps, hein, notamment depuis cette étude du New England Journal of Medicine de 2010, que le pourcentage de coronarographie blanche est quand même vraiment très important. Donc, dans cette étude qui s'est quand même intéressée à plus de 400 000 patients sans coronaropathie connue aux États-Unis, on avait 40% de coronarographie blanche, alors que pour autant, une partie des patients avaient déjà eu une recherche d'ischémie non invasive auparavant. Donc 40% aux États-Unis. En France, c'est plutôt de l'ordre de 30% de coronarographie blanche dans le cadre d'une corodiagnostic, ce qui reste quand même très élevé. Et ce chiffre est aussi à relativiser parce qu'il est 2 fois plus élevé chez les femmes. Donc vraiment, on a besoin absolument d'avoir des tests fiables qui permettent d'exclure la maladie coronaire en cas de douleur thoracique. Donc dans ce contexte, c'est là qu'on peut être amené à parler du coroscanner. De quelles données on dispose actuellement? Eh bien, on a la chance d'avoir 2 études relativement récentes sur de larges populations qui se sont intéressées justement à cette question de savoir quel peut être le meilleur moyen diagnostique pour essayer de rechercher une coronaropathie chez des patients qui sont atteints de douleurs thoraciques, mais qui, dans la plupart des cas, ne présentaient pas de coronaropathie connue. Donc, on a sur la gauche l'étude Promise et sur la droite l'étude Scott-Hart. Donc, pour passer un petit peu en revue les caractéristiques de ces 2 études, l'étude Promise était une étude nord-américaine qui a quand même inclus un peu plus de 10 000 patients, ce qui est quand même considérable, tandis que l'étude Scott-Hart était de dimension un peu plus réduite, mais c'était une étude qui ne concernait que des centres écossais. Les populations étaient à peu près du même âge, environ 60 ans, même si elles étaient un petit peu plus âgées dans le cadre de Promise, avec un peu plus de patientes. La douleur thoracique n'était pas toujours présente dans les patients de Promise et par contre, elle était dans 100% des cas dans l'étude Scott-Hart. Qu'est-ce qui a été évalué? Donc, c'était le risque en fait de survenue d'un événement cardiaque grave qui était défini un critère composite qui rassemblait à la fois les décès d'origine cardiovasculaire, les infarctus du myocarde non fatal et la nécessité de réhospitalisation pour angor instable, pour insuffisance cardiaque ou pour un arrêt cardiaque récupéré.
Alors, la particularité de Scott Hart, c'est qu'elle a eu 2 périodes, une, on va dire, de suivi à environ 2 ans et demi, comme l'étude promise, et ensuite un suivi à plus long terme qui nous a permis d'avoir des données donc à 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, dans l'étude promise, on n'a pas de différence significative dans la survenue du critère de jugement principal, donc les événements cardiaques, donc à environ 2 ans de suivi, donc 25 mois en durée médiane. Donc, 3,3% de survenue dans le groupe scanner et 3% dans le groupe de tests fonctionnels. Donc, il n'y a pas de différence significative pour l'étude promise à première vue. Par contre, dans l'étude Scott Hart, on a des résultats un peu différents dans le sens où on a 2,3% de survenue de cet événement dans le groupe scanner contre 3,9% dans le groupe de tests fonctionnels, ce qui représente finalement une baisse de survenue de ce critère de 41% dans le groupe scanner versus les tests fonctionnels. Alors, tout ça de façon significative avec un petit p à 0,004. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout d'abord, même si ces études ont des points communs, elles ont aussi pas mal de différences, notamment le fait que les patients étaient probablement un peu plus à risque dans l'étude Scott Hart, donc où ils avaient 100% de douleurs thoraciques. On avait par contre dans les 2 cas un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, ça il n'y avait pas trop de différence. Par contre, le suivi a été quasiment 2 fois plus long dans la seconde étude Scott Hart, donc avec une durée médiane de suivi de presque 5 ans, donc ce qui permet de recueillir plus d'événements. Le test comparateur était aussi l'un des éléments fondamentaux différents entre les 2 études. Dans l'étude Scott Hart, dans 85% des cas, on avait un ECG d'effort qui était le test comparateur par rapport au scanner. Dans 10% des cas, un test fonctionnel couplé à l'imagerie, alors que c'était vraiment la norme dans l'étude promise. On sait quand même que le ECG d'effort a des performances diagnostiques beaucoup moins importantes que les tests fonctionnels couplés à l'imagerie. Et donc, on peut se demander à première vue si l'une des raisons qui a fait que les résultats sont tellement en faveur du scanner dans l'étude Scott Hart, ce ne serait pas en partie au moins en raison du fait que le comparateur n'était peut-être pas le plus judicieux. Alors, je dis peut-être parce qu'il y a d'autres raisons. Tout d'abord, juste en ce qui concerne les résultats, donc on voit bien qu'il n'y avait pas de différence, en tout cas en population globale, pour le devenir des patients dans l'étude promise à gauche. Et par contre, dans l'étude Scott Hart, on voit bien donc la différence qui est significative, donc 2,3% de survenue du critère de jugement principal, qui est un critère composite, contre 3,9%. Et donc, en fait, tout le bénéfice était quasiment uniquement dû à la réduction des infarctus non fatals. Alors, pourquoi c'est important? Parce que tout à l'heure, on parlait des 70% de patients qui ont un diagnostic de coronaropathie qui est rejeté à l'issue de la prise en charge initiale, mais pour autant, un certain nombre de ces patients vont quand même décéder de causes cardiovasculaires. Alors, ça peut paraître un petit peu antinomique, mais en fait, c'est vraiment assez intuitif. Un certain nombre de ces patients ont en fait aussi des plaques coronaires qui ne sont pas forcément responsables de la douleur thoracique, mais on sait que la maladie coronaire, c'est un continuum, et donc, ce sont des patients qui, malgré tout, vont développer une vraie coronaropathie symptomatique dans leur devenir. On va y revenir après. Et juste une information supplémentaire sur Promise, en fait, des analyses en sous-groupe ont été réalisées, notamment chez les patients obèses, où on s'est rendu compte que, en fait, on avait, chez les patients très obèses, donc avec un IMC supérieur à 35, on avait une diminution des performances diagnostiques de la scintigraphie. Et donc ça, on a souvent le cas, pour ceux qui font de l'imagerie, le fait d'avoir une atténuation importante, notamment au niveau de la paroi inférieure, donc chez les obèses principalement, et donc qui peut être source de faux positifs. Donc en fait, les performances de la scintigraphie diminuent assez franchement chez les grands obèses, alors que dans le coroscanner, c'est moins le cas. Dans une autre sous-population, les diabétiques, on avait un risque de décès de cause cardiovasculaire et d'infarctus du myocarde non fatal qui était plus bas en cas de réalisation d'un coroscanner par rapport au test fonctionnel, donc 1,1% versus 2,6%, ce qui représente quand même une baisse assez significative. Et donc, on peut se demander si, de toute façon, même en cas d'évaluation par rapport à un autre test diagnostique, qui serait un test fonctionnel couplé à l'imagerie, eh bien, dans certaines populations, quoi qu'il arrive, le scanner serait de toute façon le test le plus approprié. Ce sont des pistes. En tout cas, les recommandations ESC 2019 mettent bien le scanner coronaire en première position, à égalité avec les tests d'imagerie non invasifs, avec une recherche donc d'ischémie. Simplement, ce ne sera pas exactement dans les mêmes cas. C'est-à-dire que le scanner coronaire,
comme les tests fonctionnels couplés à l'imagerie, vont être décidés à l'issue d'une évaluation qui va être nécessaire et de façon vraiment très rigoureuse, que ce soit au niveau clinique et paraclinique, avec notamment, comme je disais tout à l'heure, l'ECG, le dosage de la troponine et l'échographie cardiaque transthoracique. Et donc, à l'issue de tout ça, si on considère que le patient, a priori, n'est pas en train de faire un STEMI ni un STEMI de façon assez probable, il faudra évaluer sa probabilité pré-test de coronaropathie. Et donc, si elle est relativement faible à modérée, dans ce cas-là, on pourra plutôt préférer le scanner coronaire. Pourquoi? Parce que le scanner coronaire, c'est vraiment un examen qu'on appelle de rule-out, c'est-à-dire pour exclure la maladie coronaire. Il a une très bonne sensibilité, une très bonne valeur prédictive négative. Par contre, si on est plutôt dans le cadre d'une probabilité pré-test qui est assez élevée, eh bien, avant d'aller directement vers la coronarographie, on préférera plutôt un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Le but, encore une fois, étant de limiter les coronarographies inutiles, les coronarographies qui vont se révéler blanches. Donc, ça a été étudié, la douleur thoracique avec probabilité pré-test élevée, le coroscanner en fait n'apporte pas de bénéfice par rapport au fait d'adresser directement en coronarographie. Donc, de façon assez logique, si le coroscanner n'apporte rien par rapport au fait de réaliser une coronarographie, c'est-à-dire qu'on finira quasiment toujours par une coronarographie dans ce cas-là, eh bien, évidemment, on n'a aucun intérêt à aller faire un test supplémentaire qui va irradier encore un petit peu plus et injecter un peu plus d'iode. Par contre, la question qui va se poser, c'est de plutôt réaliser d'abord, avant la coronarographie, d'abord plutôt un test localisateur, donc un test fonctionnel couplé à l'imagerie. La probabilité pré-test, j'en parlais tout à l'heure, elle est vraiment très importante à évaluer et en fait, les modalités d'évaluation ont un peu changé par rapport au dernier test qui avait été publié dans les recommandations de 2013. Donc, dans les diagrammes actuels, en fait, on a tendance à penser qu'on surestimait auparavant la probabilité pré-test des patients. Là, on se rend compte qu'on a besoin de quelques critères pour définir la probabilité pré-test, c'est-à-dire le caractère de la douleur, est-ce qu'elle est typique, atypique, non angineuse ou sans douleur thoracique, mais par contre une dyspnée, le sexe, homme ou femme, et la classe d'âge. Donc on se rend compte en fait qu'une large population n'a en fait, même en cas de douleur thoracique, qu'une probabilité qui est vraiment très faible, c'est-à-dire à moins de 5%. Et dans ces cas-là, de toute façon, il n'est pas vraiment recommandé de réaliser des tests complémentaires après l'évaluation initiale clinique, ECG, biologique et échographique. Donc il n'est vraiment pas nécessaire de conseiller aux praticiens d'adresser leurs patients qui ont une probabilité pré-test très faible pour que ce soit un ECG d'effort, une échographie de stress, n'importe quel test fonctionnel ou un test anatomique. On en reste là. Par contre, à partir du moment où on a 10 à 15% de probabilité pré-test, donc une probabilité qui est relativement faible, voire jusqu'à 65%, donc une probabilité qui est relativement intermédiaire, dans ce cas-là, c'est plutôt la place du coroscanner. Les performances des tests diagnostiques sont vraiment très importantes à connaître. Pourquoi? Pour savoir dans quel cas on va plutôt se reposer sur un examen ou un autre. Si on veut savoir s'il existe une coronaropathie significative, dans ce cas-là, c'est vraiment un test anatomique qui va être le plus performant et c'est reflété par la sensibilité et la spécificité du scanner qui, en fait, est la meilleure. Par contre, s'il s'agit de savoir si la coronaropathie est significative, ce qui nous intéresse en fait le plus souvent, c'est vraiment le scanner qui est le plus sensible, encore une fois. Par contre, vous voyez que sa spécificité, qui est de l'ordre de 53%, est vraiment très en retrait par rapport aux tests fonctionnels couplés à l'imagerie, qui sont tous aux environs de 85%. Donc, les recommandations européennes de 2019 sur la maladie coronaire stable, c'est-à-dire avec une douleur thoracique, mais qui dure depuis au moins un mois, en tout cas sans événement aigu, eh bien, elles ont pris en compte toutes ces dernières études et elles ont placé le scanner coronaire en première intention, à égalité avec les tests fonctionnels couplés à l'imagerie pour l'évaluation de la coronaropathie chez un patient qui est symptomatique, mais dont l'évaluation initiale n'aura pas permis de trancher s'il a effectivement une coronaropathie ou non. Donc, le scanner a vraiment toute sa place. Maintenant, ce qui est détaillé un petit peu plus en profondeur dans ces recommandations, c'est dans quel cas réaliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. En tout cas, si vous avez décidé de faire d'abord un coroscanner mais qu'il n'est pas concluant, eh bien, il est recommandé de pratiquer, avant de réaliser une coronarographie, d'abord de pratiquer une recherche d'ischémie non invasive par un test fonctionnel couplé à l'imagerie.
À l'inverse, si vous avez un test fonctionnel complet à l'imagerie qui n'est pas concluant, eh bien, vous devez aussi plutôt privilégier le coroscanner avant d'aller à la coronarographie, encore une fois, pour diminuer le nombre de coronaropathies futiles blanches, qui, même si elles sont futiles, par contre, sont pourvoyeuses d'un certain nombre d'événements et de complications, notamment des hématomes, des dissections, des décès, il faut quand même le rappeler, et une irradiation complémentaire. Il faut aussi savoir que le coroscanner ne doit pas être proposé dans certaines situations, on y reviendra après. Donc les coronaropathies, les calcifications coronaires extensives, les rythmes irréguliers et d'autant plus s'ils sont rapides, une obésité significative, ce qui va un petit peu contre ce dont on a parlé tout à l'heure, mais en tout cas il est clair que l'obésité n'est pas forcément un facteur qui doit faire annuler le coroscanner, et également, surtout, la difficulté à tenir des apnées. Une autre donnée très importante et qui est très récente, c'est l'étude Ischemia. Alors pourquoi je vous en parle? C'est une étude qui s'est intéressée, donc qui est parue en 2020 dans le New England Journal of Medicine, et qui s'est intéressée dans une population assez large de plus de 5000 patients qui étaient stables, encore une fois, avec une ischémie modérée à sévère prouvée par un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Et bien, chez ces patients qui avaient une exclusion d'une lésion significative du tronc commun, c'est-à-dire à plus de 50%, et exclusion aussi de, malgré la présence d'une soi-disant ischémie, pas de lésion coronaire significative sur le coroscanner, pas non plus de dysfonction veineuse sévère, eh bien, on a fait deux stratégies. Un traitement conservateur, donc un traitement médicamenteux, avec de l'aspirine, des bêta-bloquants, tous les médicaments que vous connaissez bien, soit un traitement invasif avec une coronarographie et surtout une revascularisation. Le critère de jugement était composite et composé donc de décès cardiovasculaire, d'infarctus du myocarde, d'hospitalisation pour angor instable, insuffisance cardiaque et arrêt cardiaque récupéré. Eh bien, à l'issue d'un suivi médian de 3,2 années, on n'avait pas de différence significative entre la stratégie médicale seule conservatrice et la stratégie invasive. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien tout simplement parce que dans cette étude, dans l'étude Ischemia, donc qui, comme je vous le disais, montre bien que quel que soit le critère qui soit composite, le critère de jugement principal, et puis les différents critères qui composent ce critère composite, on n'a pas de différence. Dans cette étude, on avait en fait quasiment systématiquement un scanner qui avait été réalisé. Donc non seulement on avait un scanner réalisé, mais on avait également une recherche d'ischémie non invasive par un test fonctionnel couplé à l'imagerie qui avait été réalisé. Et donc ça nous a permis de comprendre que le coroscanner a vraiment toute sa place en première ligne pour exclure, d'une part, la maladie coronaire, également aussi pour affirmer la maladie coronaire, notamment pour des lésions qui sont très franchement significatives, comme une lésion à plus de 50% du tronc commun ou à plus de 70% sur les troncs proximaux. Mais également, non seulement ça nous permet de regarder s'il y a une maladie coronaire, mais en plus, ça nous permet de savoir si elle est active, c'est-à-dire chez un patient qui a une douleur thoracique actuellement, on peut se rendre compte si les plaques sont probablement en rapport avec cette douleur, mais également s'il n'y a pas de plaques significatives, on peut avoir quand même l'existence de plaques qui sont dites à haut risque et qui incitent à en fait intensifier des mesures thérapeutiques préventives. Ces mesures thérapeutiques préventives, on les connaît tous, c'est l'aspirine et les statines notamment. Et donc, ce serait l'une des raisons pour lesquelles chez les patients de Scott Hart, eh bien, on avait un bénéfice assez certain du scanner coronaire. Un dernier point pour Ischemia, eh bien, c'est que la question qui peut se poser maintenant, c'est-à-dire que chez des patients qui sont stables et qui ont une maladie coronaire avérée, eh bien, il n'y a pas forcément de bénéfice à aller les revasculariser et on peut, entre guillemets, simplement les traiter de façon médicale. Est-ce que le scanner coronaire seul peut suffire, c'est-à-dire sans avoir besoin de réaliser même simplement une coronarographie diagnostique? C'est une question qui se pose et en tout cas, Ischemia soulève cette problématique. On parlait de la maladie coronaire stable, et bien les recommandations ESC 2015 parlaient également du NSTEMI, et donc le coroscanner peut aussi avoir sa place, parce qu'on sait tous que même si on a une douleur thoracique avec une élévation qui peut être plus ou moins faible de troponine, en tout cas peu concluante, on a souvent d'autres pathologies qui peuvent être en cause, notamment que ce soit le Takotsubo, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, la rhabdomyolyse, des infections. Et donc, si la probabilité, malgré tout, malgré des modifications électriques mineures ou des élévations mineures de troponine, eh bien, si malgré tout la probabilité reste faible à intermédiaire, le scanner peut avoir toute sa place. C'est très important de le rappeler, la coronarographie n'est pas le seul examen à pouvoir être réalisé dans ces cas-là.
Alors maintenant, très rapidement, la place du scanner non injecté, eh bien, on le fait systématiquement, en tout cas dans notre centre, avant l'injection de produits de contraste. Pas vraiment pour la stratification du risque des patients, parce que si ils ont des douleurs thoraciques, on va dire la classification pronostique selon le score calcique coronaire d'Agatston n'est pas vraiment ce que l'on va retenir. Par contre, on pourra savoir s'il faut vraiment injecter du produit de contraste chez ces patients, notamment s'ils ont énormément de calcification. On sait que ce ne sera pas forcément très rentable. De la même façon, comme les images que je vous représente juste ici, un patient dont on ne savait pas qu'il avait des stents coronaires, eh bien on s'en est rendu compte avant de l'injecter, donc ça a évité d'avoir un examen qui était non concluant, mais qui aurait engendré une irradiation et une injection de produits de contraste. Alors, très rapidement, les autres intérêts du coroscanner en l'absence de douleur thoracique, c'est notamment l'évaluation du risque cardiovasculaire et la recherche de plaques qui peuvent être vulnérables. Donc, c'est ce qu'on va qualifier de plaques à haut risque. Il y a une petite place chez le patient qui est à très haut risque asymptomatique, et donc le diabétique, de baisser pour la réalisation d'un scanner ou d'un test fonctionnel couplé à l'imagerie, mais c'est en pratique, j'espère, assez relativement peu réalisé, parce que la rentabilité du test reste assez médiocre. Les plaques à haut risque, par contre, sont très importantes à rechercher et notamment à signaler en cas de douleur thoracique, même si elles ne sont pas en lien avec une sténose significative. Pourquoi? Parce qu'elles portent en fait le risque d'avoir un événement cardiaque à long terme. Ces plaques à haut risque, ce sont les plaques hypodenses, comme on peut voir ici, avec vraiment une densité très faible, à moins de 30 unités Hounsfield de ces plaques, qui font quasiment la périphérie du vaisseau, même si pour autant, vous voyez que la sténose n'est pas significative. Donc, si ce patient était là pour une douleur thoracique, ce n'est pas cette plaque, a priori, qui était en cause. Par contre, ce patient doit vraiment être suivi de façon vraiment importante à long terme et avec des mesures de prévention cardiovasculaire. Le remodelage positif, c'est-à-dire l'expansion de la plaque en dehors de la lumière, qui est aussi un marqueur de risque important. Et puis, ce qu'on appelle le signe du rond de serviette, c'est-à-dire le fait d'avoir le centre de la plaque qui est plus hypodense que le reste. Et en fait, ce centre très hypodense est en fait le reflet d'un cœur lipidique dont on sait qu'il compose en général les plaques à plus haut risque. Donc, c'est un petit peu aussi le sens de cette sous-étude de l'étude promise qui montrait que la présence de plaques à haut risque, donc les HRP dont on a parlé, était associée à un taux de MACE, d'événements cardiovasculaires, beaucoup plus élevé, donc 2,7 fois plus élevé que si les plaques à haut risque n'étaient pas présentes, même si, on va dire, même après ajustement sur les sténoses significatives. Un deuxième intérêt, c'est dans le cadre du bilan de dysfonction ou dilatation VG sévère, donc la recherche de cardiomyopathie dilatée. Si la probabilité de coronaropathie est relativement faible, le coroscanner a toute sa place pour éliminer la participation coronaire à la dysfonction. Et bien évidemment, dans le bilan préopératoire de chirurgie valvulaire, où c'est un examen qui est pratiqué de façon assez courante, là encore, chez des patients dont la probabilité de pré-test de coronaropathie est peu importante. Évidemment, chez les patients âgés qui ont un RAC serré calcifié, la rentabilité de l'examen sera probablement relativement faible à cause des calcifications. Très rapidement, deux nouvelles applications du coroscanner dont je n'ai pas beaucoup parlé, d'une part parce que ce n'est pas de la pratique courante et notamment pas chez nous. C'est le scanner de perfusion myocardique qui nécessite une phase d'acquisition au repos et une au cours du stress, donc avec 2 fois plus d'irradiation et 2 fois plus d'injection de produits de contraste. C'était un examen dont malheureusement les performances sont, on va dire, un peu biaisées. Souvent dans les publications, on retrouve de très belles images d'hypoperfusion, mais qui sont le plus souvent en lien avec des sténoses très importantes que de toute façon, on verra quoi qu'il arrive sur le scanner coronaire et que voilà, on n'aura pas besoin d'avoir un examen de perfusion forcément associé en cas de sténose très significative. Et par contre, en cas de sténose, on va dire plutôt intermédiaire entre 50 et 70%, les résultats sont vraiment beaucoup moins flagrants et donc l'intérêt de l'examen est relativement, à mon sens, modeste pour l'instant. De la même façon que la FFRCT qui donne des informations plutôt hémodynamiques, mais à partir d'informations purement anatomiques. Donc c'est encore relativement flou, mais là encore, la FFRCT, dans les publications, est vraiment très franchement altérée pour des lésions qui sont très franchement significatives sur un coroscanner, donc sur une évaluation anatomique pure. Le scanner peut avoir pas mal d'artefacts, donc on les connaît en général, hein, les artefacts de mouvement dus au mouvement cardiaque quand le cœur est trop rapide, des mouvements respiratoires chez les patients qui ne peuvent pas tenir d'apnée, des artefacts de volume partiel, des calcifications, de durcissement à cause du matériel métallique le plus souvent.
et puis aussi des artefacts dus à un mauvais contraste, une qualité d'injection assez moyenne. On peut aussi avoir la superposition d'autres structures anatomiques qui gênent l'interprétation. Donc au final, le coroscanner a des avantages, bien sûr, il est un examen très rapide, il a une excellente valeur prédictive négative et une excellente sensibilité, il est peu irradiant, en tout cas avec les examens dont on dispose sur les machines actuelles. C'est un examen qui en général est disponible, beaucoup plus que par exemple l'IRM cardiaque de stress. Il permet également de rechercher d'autres anomalies et de donner des informations qui sont, même chez des patients qui n'ont pas de coronaropathie, on va dire significative au moment de l'examen, au moment de leur douleur thoracique, il peut permettre de dépister les patients qui sont à plus haut risque de développer des événements cardiovasculaires à long terme, et notamment quand on retrouve des plaques à haut risque dont on a parlé avant. Tout ça pour intensifier la prévention primaire chez ces patients spécifiquement. On n'a d'ailleurs pas d'autres traitements à stopper, c'est-à-dire pas de bêta-bloquants comme dans les tests fonctionnels, et on a assez peu de variabilité inter- ou intra-observateur pour la détection des plaques. Il a évidemment quelques inconvénients aussi, on n'a pas d'évaluation fonctionnelle, en tout cas si on ne fait pas de scanner de perfusion ni de FFRCT. La spécificité est relativement moyenne, en tout cas pour la recherche d'une sténose fonctionnellement significative. Il y a des contre-indications, notamment l'insuffisance rénale chronique sévère, et puis d'autres limites qui sont plus dues au patient lui-même, donc la présence de petits vaisseaux, de calcification, de stent ou d'une fréquence cardiaque élevée. Donc tout ça nous pousse bien à redire qu'il faut une sélection optimale des patients pour avoir la réponse à la question posée. En conclusion, donc, le coroscanner est recommandé de façon claire en première intention au même titre que les tests fonctionnels couplés à l'imagerie pour l'exploration de la maladie coronaire stable, mais aussi c'est un examen qui est possible dans le cadre du NSTEMI, quand la probabilité, malgré tout, malgré une petite élévation de troponine, quand la probabilité reste relativement faible. Donc on a d'excellentes prédictives négatives et une excellente sensibilité, donc c'est un très bon examen pour exclure la maladie coronaire, mais un petit peu au détriment de la spécificité. Par contre, c'est un examen qui apporte d'autres informations, et notamment chez les patients qui n'ont pas de lésions coronaires significatives, mais par contre des plaques à haut risque, et qui peut permettre d'améliorer la prise en charge diagnostique et thérapeutique par rapport aux tests fonctionnels qui, eux, ne visualisent pas les coronaires. Donc le candidat idéal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui a une probabilité faible à intermédiaire, qui est plutôt en rythme sinusal, qui n'a pas de coronaropathie connue, ni de franche calcification, et donc on doit vraiment sélectionner les patients qui vont bénéficier au mieux de ce type d'examen. Donc le futur, alors le scanner de perfusion ou la FFRCT, pour l'instant, n'ont pas encore montré suffisamment de bénéfices pour pouvoir être applicables en pratique courante. Et puis l'autre question qui dérive de l'étude ischémia, c'est de savoir si un jour on pourra se passer de coronarographie, dans certains cas, dans la maladie coronaire stable, même s'il y a une ischémie, en l'absence de lésion, évidemment, du tronc commun. Je vous remercie pour votre attention. Question-réponse. Monsieur, il y a beaucoup de questions. Donc, on va prendre un peu de temps et on va commencer par les questions posées au professeur Ahmed Bennis. La première question, est-il efficace de tenter de réduire une arythmie secondaire à une hypoxie ou un syndrome inflammatoire majeur par des antiarythmiques? Enfin, les recommandations aujourd'hui européennes qui ont été éditées 2020, avril 2020, disent que quand il y a une fibrillation auriculaire passagère, tout dépend de la tolérance hémodynamique. S'il y a une mauvaise tolérance hémodynamique, à ce moment-là, il faudrait bien entendu choquer les patients, un choc électrique externe, et puis par la suite voir leur niveau de Schatzwarz et les anticoaguler. Si les malades ne sont pas en choc hémodynamique, c'est-à-dire ils sont en stabilité hémodynamique, à ce moment-là, il faut bien entendu ralentir ces patients, les anticoaguler éventuellement, ça dépend de leur Schatzwarz, et les réduire une fois ils passent cette période de Covid. Il est clair que les arythmies peuvent être passagères parce qu'il y a l'aura cytokinique, les marqueurs inflammatoires, les interleukines, tout ça, ça a une valeur pronostique. Mais le fait d'avoir une arythmie passagère peut augmenter le risque thromboembolique et à ce moment-là, la réduction ou le ralentissement dépendra bien sûr de l'état hémodynamique du patient. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante. Les arythmies peuvent aussi être un marqueur pronostique
a fortiori s'il y a des lésions de myocardite, et en particulier si ça s'accompagne de lésions de troponine, d'augmentation de NT-proBNP, et que, comme je l'avais déjà montré sur les anciens topos, ce sont des marqueurs pronostiques. Voilà un peu ce qui est recommandé par la Société européenne. Deuxième question posée par Mme Abdelali. Peut-être insister sur le fait d'éviter la prescription de la digoxine dans CFA Covid. Qu'en penses-tu, Ahmed? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un contexte d'hypoxie, il y a un contexte inflammatoire extrêmement important. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'éviter au maximum l'amiodarone, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses, mais parfois on est dans l'obligation de l'utiliser. On utilise aussi des bêta-bloquants. Moi, je pense, si j'ai à prioriser, je mettrais bêta-bloquant en premier, amiodarone en second et digoxine ou diltiazem en trois. Mais je suis tout à fait d'accord avec le professeur Abdelali. Il faut tenir compte d'éléments importants, en particulier des Covid sévères, en particulier les Covid hypoxiques. Et à ce moment-là, moi, je serais plutôt, bien sûr, oxygéner les malades, les réanimer, traiter le syndrome inflammatoire. Parfois, il y a tocilizumab qui est intéressante. Et puis, peut-être laisser en seconde intention amiodarone et digoxine, bêta-bloquant en premier. Voilà. Troisième question, tout patient ayant un Covid symptomatique doit-il être mis sous anticoagulants en dehors des formes graves de réanimation? Oui. J'ai montré le schéma de la SPHAR et les recommandations, c'est-à-dire tout dépend du niveau de risque. Si on a un niveau de risque qui est moyen, à ce moment-là, on mettra des HPPM. D'ailleurs, c'est recommandé au Maroc. Dans les recommandations du ministère de la Santé, on met les HPPM si le malade est admis. A fortiori, s'il a des marqueurs de risque graves, à savoir s'il est sous oxygène, en particulier sous ventilation, à ce moment-là, il faut mettre sous HPPM, parfois en double dose, matin et soir. Et j'insiste là-dessus, si on a les trois marqueurs importants, à savoir indice Mascorep plus de 30, Plénie plus de 8 et Didimer plus de 3000, à ce moment-là, il faudrait anticoaguler et la préférence va vers une anticoagulation à base d'héparine non fractionnée ou d'héparine de bas poids moléculaire à dose curative. Pour les patients hospitalisés qui vont sortir, qui ont des risques de thrombose veineuse, à ce moment-là, on a le choix. On les met sous HPPM et si on estime que le risque de thrombose est élevé, à ce moment-là, on le mettra soit sous antivitamine K, sous un Sonaco à la sortie des patients, mais c'est une recommandation de bon sens. Il n'y a pas d'études randomisées là-dessus. Notre question concernant est-ce que le rivaroxaban est supérieur aux antivitamines K sur le risque hémorragique? C'est une question du professeur Moustafir. C'est une excellente question. Alors, le professeur Moustafir connaît très bien la méta-analyse de Roth qui a été publiée en 2014. Il n'est pas inférieur. Il n'est pas inférieur. C'est-à-dire, sur le risque ischémique, il diminue le risque ischémique par rapport aux AVK, mais par rapport au risque hémorragique, il n'est pas inférieur. Ceci dit, par rapport aux autres AOD, le rivaroxaban donne un peu plus d'hémorragie, en particulier des hémorragies digestives. Et donc, à ce moment-là, il faudrait bien sûr évaluer le risque-bénéfice. Si la personne a un poids normal, sans facteur de comorbidité, sans autres médicaments associés, à ce moment-là, si la clairance de la créatine plus de 50, rivaroxaban 50, rivaroxaban 20. Si la clairance de la créatine moins de 50, à ce moment-là, rivaroxaban 15. Mais bien entendu, le risque de saignement parmi les trois AOD que nous utilisons le plus, c'est-à-dire rivaroxaban, apixaban et dabigatran, il faudrait bien sûr avoir un bilan numération, un analyse masse corporelle, un bilan hépatique, une fonction rénale, tenir des comorbidités et tenir compte des comédications. Et j'insiste là-dessus et je remercie le professeur Moustafir de poser la question. Il faut toujours être en avance par rapport au risque hémorragique des AOD ou des antivitamines K. Et ça, quand on donne un médicament, un AOD, il faudrait absolument checker la liste et bien éduquer les patients parce que c'est cette double mesure
qui permettent d'éviter les risques hémorragiques, malheureusement, en particulier les hémorragies cérébrales. Et pour terminer la réponse, si c'est entre les deux choix hémorragiques ou ischémiques, il faut toujours avoir beaucoup plus peur d'hémorragie cérébrale qui peut être mortelle. Et c'est là un vrai challenge dans l'utilisation des AOD. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur à quel niveau de cytolyse hépatique, c'est-à-dire le niveau de transaminase, il faut arrêter les anticoagulants directs. Bon, il y a 3 gens qui ont posé cette question. Au principe, si on a des transaminases plus de 2 à 3 fois la normale, et si on voit que les transaminases, d'abord, le fait d'avoir des transaminases élevées, ça augmente le risque hémorragique. Le fait d'avoir une hépatopathie, ça augmente le risque hémorragique. Et quand les transaminases sont plus à 2 à 3 fois la normale, à ce moment-là, il faut faire extrêmement attention. Une question des docteurs. Vous avez des patients à faible poids qui prennent d'autres médicaments anti-inflammatoires et qui ont un sujet encore qui sont plus âgés. Il faut faire extrêmement attention. Une question du docteur Gérani. Donc, sous NACO, comment savoir que le malade est bien anticoagulé? Est-ce qu'il a des résistances à cette substance? En principe, non. Nous n'avons pas, ça ne sert à rien de demander un TPINR. On continue à avoir des malades qui font des TPINR sous NACO alors qu'il n'y a pas d'indication. En principe, quand on donne un NACO, c'est un traitement généralement sans aucune surveillance. La surveillance, c'est une surveillance clinique. Mais bien entendu, pour ne pas tomber dans le risque hémorragique, il faut tenir compte de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la fonction hépatique, fonction rénale, comorbidité et âge aussi qui joue. Il faut suivre la dose, ça c'est important, le moment de la dose. Et j'insiste là-dessus, parce que quand on prend un traitement en 2 doses par jour, ce n'est pas une seule dose et on n'est pas couvert. Adapter la dose en fonction des paramètres dont on a parlé. Mais on n'a pas les études aujourd'hui de safety et surtout de terrain, de real world, comme le Gloria, comme d'autres registres, montrent que quand on donne ces médicaments, il y a 2 éléments qui sont importants qui sont apparus. Tant qu'on fait augmenter les prescriptions des AOT, tant qu'on a la diminution des accidents cérébrovasculaires et emboliques sans augmenter le risque hémorragique. Ça, c'est les expériences aussi bien britanniques que les expériences allemandes et qui sont tout à fait claires sur ce sujet-là. Donc, il n'y a pas pour Ahmed Gérani, il n'y a pas de suivi par un TPINR. Voilà. Merci, Ahmed. Voilà. Merci, Ahmed. Surveillez juste la fonction rénale, s'il est un peu altérée, il faut surveiller, il faut surveiller la fonction hépatique. Merci beaucoup. Merci. Aïda, tu es là? Bon, la première question. Les droits tuniques cardiaques peuvent être atteintes dans les maladies systémiques, notamment dans la maladie lipique. Dans ce cas, le traitement repose essentiellement sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Quelle est la place de la colchicine dans la myocardite, sachant qu'elle est habituellement prescrite dans la péricardite? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qui ne concerne pas uniquement les maladies de système, puisque, comme nous le savons, la colchicine est utilisée même dans les péricardites virales. Et il y a eu des études animales, notamment murines, qui ont montré qu'il pouvait y avoir un bénéfice de la colchicine dans l'inflammation du myocarde. Mais encore une fois, aucune preuve. Il semblerait que ça concernerait certains profils génétiques de patients. Donc, c'est une molécule qui n'est pas chère. Sur le principe physiopathe, ça peut être envisageable, ça peut être compris. Donc, il faut qu'on attende le résultat des études. Pour l'instant, rien n'est validé dans ce sens. Une question. Et myocardite secondaire à Covid-19, est-ce qu'on peut donner l'hydroxychloroquine? Un toxicibus suite à un Covid est-il possible? Oui. D'abord, c'était attendu que la question enclenche de l'intérêt parce que c'est une question qui est débattue. Il n'y a aucun consensus. Le webinaire organisé par la signataire des recommandations, donc qui est une grosse pointure dans les myocardites, était clair dans ce sens, en tout cas sur le plan thérapeutique, était clair pour dire qu'il n'y a aucune preuve d'aucun traitement pour l'éventuelle myocardite à Covid. L'inflammation qui existe dans ce cas de figure est une inflammation générale. Il y a un œdème, il y a un orage cytokinique comme on le sait,
il y a une réponse immune, c'est ce qui fait qu'il y a une altération cardiaque. Alors, cette inflammation, est-ce qu'on peut la nommer, la qualifier de myocardite ou pas? On ne s'est pas tranché. En tout cas, il y a une souffrance. Et pour l'instant, aucun médicament n'a fait ses preuves sur cette souffrance-là. Notre question, la fibrose septale à l'ARM est-elle un marqueur pronostic d'événements cardiaques? C'est plus du trouble de conduction. Si oui, quelle est la fréquence des étiologies type sarcoïdose? Alors, donc je vais essayer de répondre aux questions peut-être séparément. Donc, le rehaussement tardif médio-ventriculaire est un facteur pronostique dans les cardiomyopathies dilatées qui est très important et qui est, en analyse multivariée, plus important que la fraction d'éjection. Et donc, nous attendons ardemment que ce facteur rentre dans les indications des défibrillateurs notamment, mon rythmologue pourront en parler mieux que moi. Oui, c'est un facteur pronostic pour la CMD, ça c'est sûr. Maintenant, pour la sarcoïdose, si vous pouvez répéter la question, la question était de savoir la fréquence de l'atteinte cardiaque? Oui, c'est ça, exactement, oui. D'accord. Alors, pour la sarcoïdose, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atteinte cardiaque sur autopsie est très fréquente. Donc, deux informations. Même si cliniquement, l'atteinte n'est pas aussi, elle n'est pas symptomatique, quand on va aux biopsies, l'atteinte cardiaque est fréquente. Le fait de diagnostiquer et de traiter une forme cardiaque de la sarcoïdose, ça peut faire passer la survie de 25 à 90%. Donc, il est très intéressant de faire ce diagnostic. Maintenant, pour diagnostiquer les formes aiguës et chroniques pour faire la différence, donc les myocardites aigus à sarcoïdose sont beaucoup plus rares que les formes chroniques. C'est une maladie qui va évoluer de manière insidieuse. Lorsque c'est la forme aiguë, ça donne souvent des myocardites fulminantes. Donc à ce moment-là, il est intéressant de faire donc les biopsies pour pouvoir instaurer un traitement. Et effectivement, comme c'est dit dans la question, ça répond très bien aux immunosuppresseurs. Maintenant, et bien sûr, les troubles, en particulier quand on a un choc avec des troubles de conduction, c'est évident que là, il faut penser à la sarcoïdose, à la maladie de Lyme et à certaines laminopathies. Maintenant, pour les formes chroniques insidieuses, il faudra faire, à chaque fois qu'on a, pour moi, à mon sens, une cardiomyopathie, dans le bilan biologique, une enzyme de conversion qui, lorsqu'elle est basse, peut orienter vers la sarcoïdose. On a un pattern dans les formes chroniques à l'IRM qui n'est pas typique pour faire le diagnostic de la sarcoïdose, mais à ce moment-là, on va aller chercher des atteintes extracardiaques pour faire le diagnostic. Ce qui est très important, je pense que ça, on ne le dira jamais assez, c'est lorsqu'on a une sarcoïdose systémique, pour peu que le patient ait des palpitations, ça peut constituer un critère clinique de diagnostic d'une sarcoïdose cardiaque, des palpitations. A fortiori s'il a des troubles sur le Holter. Donc, systématiquement, si le patient devient symptomatique alors qu'il a une sarcoïdose systémique connue, il faudra demander un Holter, demander une IRM cardiaque. Merci Aïda. Donc, on va passer aux questions du Dr Benjamin Arlos. La première question, conduit à tenir diagnostic d'une atteinte coronaire chez un patient avec allergie confirmée à l'iode. C'est une question du Dr Laroussi Mohamed de Rabat. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, c'est typiquement le genre de situation où on va d'abord privilégier un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Donc, par exemple, une échographie cardiaque de stress sous dobutamine ou une échographie d'effort ou une scintigraphie ou encore une IRM avec injection de gadolinium. Donc ça, c'est le genre de situation, effectivement, où le coroscanner, la question ne va même pas vraiment se poser. Après, par contre, si on retrouve une ischémie qui est franche, qui est significative, il faudra évidemment réaliser une désensibilisation et puis un protocole aussi avec des corticoïdes et selon tous les allergologues sont pas tout à fait d'accord là-dessus, mais en tout cas avant l'injection de produits de contraste. Mais en tout cas, c'est clair que c'est plutôt un test fonctionnel couplé à l'imagerie plutôt qu'une imagerie anatomique en cas d'allergie à l'iode. Notre question, le score calcique doit-il être systématiquement fait avant d'injecter? Et à quel score ne pas injecter et faire une coronagraphie?
Alors, c'est une question difficile. Le score calcique, en fait, nous, en pratique, on le réalise systématiquement. Alors, s'il y a des symptômes, on va évidemment jamais s'arrêter au score calcique. C'est-à-dire que si le score calcique est nul, ça ne veut absolument pas dire que le patient n'a aucun risque d'avoir une coronaropathie. Donc, chez le patient symptomatique, le score calcique, il le sert uniquement à savoir si les calcifications sont trop importantes pour penser que la qualité d'image sera suffisante. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, on s'arrête. Et donc, le seuil, après, par contre, c'est un petit peu variable selon les centres. Alors, celui qui revient le plus souvent, c'est le seuil de 1000, mais on a tendance, dans certains centres, à aller plutôt vers 400. Mais encore une fois, ça reste un chiffre, et quelqu'un qui a 600, 700 ou même 800 de score calcique, ça peut très bien consister en des petites plaques calcifiées tritronculaires, des fois un peu distales, et donc qui ne générera pas forcément de façon constante l'interprétation. Donc si c'est sous cette forme-là, ça ne me gênera pas d'injecter le patient. J'ai encore eu le cas avant-hier d'un patient qui avait à peu près 800 de score calcique coronaire, mais c'était des calcifications qui étaient tritronculaires et qui étaient relativement bien disséminées, et on voyait parfaitement bien les coronaires. Le patient n'avait pas de problème particulier, pas de lésion coronaire significative. Par contre, bon, voilà, si on est à plus de 1000 ou si on a des paquets calcifiés assez proximaux, dans ce cas-là, on peut se dire que la qualité d'image sera insuffisante, qu'on aura des artefacts de blooming liés aux calcifications, et donc il vaut mieux ne pas injecter le produit de contraste et préférer un test fonctionnel couplé à l'imagerie. Question, peut-on démarrer un traitement par statine si le score classique est élevé? Alors, ça, on va dire, entre les États-Unis et l'Europe, c'est encore une question débattue. Si le patient est diabétique, la question se posera beaucoup plus. Chez le patient qui est totalement asymptomatique et qui n'est pas diabétique, a priori, en tout cas, il n'y a pas de recommandations vraiment qui vont dans ce sens-là. Par contre, si on a un score calcique très élevé chez un patient qui est diabétique, alors de toute façon, la question va être déjà de savoir s'il ne faut pas plutôt aussi faire une recherche d'ischémie non invasive, et puis à ce moment-là guider les traitements. Mais probablement que c'est plutôt en fonction des facteurs de risque. Donc celui qui n'est pas diabétique, probablement que moi, en tout cas, je ne lui proposerai pas de traitement par statine. Par contre, évidemment, tout dépend du niveau de calcification dont on parle. Si on est à quelqu'un qui a 3000 de calcification, évidemment, de toute façon, on ira plus faire d'autres tests. Si on a un niveau de calcification qui est juste un peu élevé, même chez le diabétique, on ne fera pas forcément de prescription de traitement. C'est vraiment selon le patient et selon ses facteurs de risque. Question, Madame Abdelali, coroscanner chez patient en fibrillation auriculaire, limite ou non? Alors, pas forcément, parce que nous, par exemple, on fait systématiquement le scanner coronaire, enfin le scanner cardiaque plutôt, avant l'ablation de fibrillation atriale pour le volume de l'oreillette et la morphologie des veines pulmonaires. Et on se rend compte que chez la plupart de nos patients, on arrive quand même à avoir une assez bonne évaluation de l'anatomie coronaire et de la présence de lésions significatives ou non. D'ailleurs, il y a des études en ce sens qui ont été menées et qui permettent de savoir que le coroscanner est plutôt fiable. Alors maintenant, évidemment, c'est pas forcément la situation la plus agréable, mais en tout cas, le plus souvent, on peut permettre de conclure. Maintenant, c'est vrai que voilà, plus le rythme est irrégulier et rapide, plus on pourra avoir des artefacts et plus on aura tendance à avoir des examens qui ne sont pas forcément interprétables. Une dernière question. Le coroscanner doit-il remplacer le CGD fort diagnostic? Alors, le CGD fort, je pense que ça a été assez bien dit dans la dernière recommandation, et c'est un gros changement aussi par rapport aux recommandations plus anciennes. Il faut, a priori, que ça reste vraiment un examen, en tout cas dans la douleur thoracique, de deuxième ligne. C'est-à-dire si le scanner, enfin si les tests anatomiques ou les tests fonctionnels couplés à l'imagerie ne sont pas réalisables, dans ce cas-là, on peut proposer le CGD fort. Par contre, le CGD fort garde aussi d'autres indications comme la réponse tensionnelle à l'effort, l'évaluation d'un traitement l'évaluation d'un patient sous traitement, ce genre de choses. Mais par contre, dans le cadre de la douleur thoracique, c'est vraiment de la deuxième ligne, et donc le scanner coronaire, mais comme les autres tests fonctionnels couplés à l'imagerie, doivent vraiment le remplacer, et ça, c'est vraiment très important de le rappeler à tout le monde. Merci Si Ahmed, merci Aïda, merci Benjamin, merci à l'AMCAR pour l'organisation de cet excellent webinaire. Et je passe la parole au Monsieur le Président Saïd pour conclure. Écoute, merci beaucoup, C'est Ali, pour ta modération qui était excellente, vraiment brillante et succincte, précise, magnifique, bien cadrée. Je voudrais remercier nos éminents orateurs qui étaient excellents. Alors là, excellent, bravo Si Ahmed, bravo Aïda.
Bravo Benjamin, c'était super, super. On a suivi avec beaucoup, moi personnellement, avec beaucoup de plaisir ton exposé. Au fait, c'était pas moi qui avait déniché le docteur Alos, c'était Hassan Mir. Et il m'avait demandé d'aller le voir dans une autre session parce qu'il a fait, je crois, lors du congrès, 3 ou 4 exposés. Et donc, je confirme et j'ai confirmé. Et en tout cas, on ne regrette pas. Merci beaucoup. Hein, merci beaucoup pour ta disponibilité et pour ta générosité. Alors, avant de terminer, je voudrais remercier les laboratoires Bayer, bien sûr, qui ont participé à ce webinaire. Je voudrais rappeler les programmes des webinaires de cardiologie qui sont extrêmement riches. Les cardiologues marocains sont très, très actifs et nous nous en réjouissons franchement parce que le niveau de formation continue est excellent et ça, grâce à toutes les sociétés savantes marocaines qui font un petit peu de leur mieux. Voilà, donc demain, il ne faut pas oublier le webinaire de la clinique cardiologique Casa-Onfa avec Moti et aussi Bouralem. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est magnifique, ça sera très bien. N'oubliez pas le rendez-vous de mardi avec la SMC, notre ami Aïcha Aouad, qui fait appel pas aux 3 mousquetaires, mais aux 4 mousquetaires, les 3 que vous connaissez très très bien, Ahmed Bennis, Si Moustarfir et Benias, et la modération avec notre ami Sil Alami. Le mercredi, et là j'insiste beaucoup, n'oubliez pas ce débat exceptionnel de l'AMCAR qui va être fait sur le Covid et qui va être fait en présence du professeur Parola, qui est un proche collaborateur du professeur Didier Raoult, et qui va répondre à nos questions. Ça ne sera pas une présentation, il n'y aura pas de slide, il y aura des questions, j'espère, d'un certain niveau pour les cardiologues, mais aussi pour les non-cardiologues. N'oubliez pas le jeudi avec nos amis de Marrakech, de la société de cardiologie de Marrakech, et aussi qui vont nous faire des exposés magnifiques, là encore. Et le vendredi avec la Société marocaine des maladies vasculaires à 15h. Voilà, j'ai tout dit. Encore une fois, un grand merci à tout le monde, au laboratoire, et à la prochaine. Encore une fois, un grand merci. Hein. Au revoir et à bientôt. À bientôt.